êtes à l'écoute de la Ligue des Cinémars, toujours en compagnie, moi Mathieu, et je suis avec mon fidèle collaborateur Max. Comment ça va Max? Aujourd'hui, je porte une chemise blanche pour la première fois de ma vie en tout entier. Ah pour vrai? Ouais, j'ai jamais porté de chemise blanche. En fait, à part pour l'essayer au moment de l'achat ce vendredi. Puis, je suis allé magasiner avec ma mère, malgré mes 26 ans. Et je suis allé magasiner avec ma mère et justement, le vendeur, puis ma mère était comme, ah non, tu prends cette chemise-là. Moi, je suis comme, ah ouais. Il y a comme des drôles de motifs, c'est blanc. Je suis pas habitué. En fait, non, tu le prends. Fait que j'ai une chemise blanche aujourd'hui. Je suis un peu faible, hein, quand même. C'est correct, je pense que tout le monde peut comprendre, surtout les Hugo de ce monde peuvent te comprendre. Dans, Ouais, mon boss, il me lâchait pas parce que j'arrêtais pas d'avoir des chandails de Batman. Là. Yeah, fuck all! Qui disent quelque chose, ouais. Ouais, mais je peux comprendre, c'est des restrictions. Moi, j'ai déjà dû me raser la barbe pour un travail, là, Ah ouais, moi, je refuserais la job. Mais tu sais, quand t'as pas vraiment d'autres opportunités, à un moment donné... Ça, c'était que je comprends. Mais maintenant, regarde, j'essaie de prendre des jobs qui me plaisent, là. Là, la mienne, il s'en fout de mon look, fait que je suis content, là, je veux dire, je peux... Ah ouais, il y a personne qui te voit, quasiment. Non, ouais, c'est ça. Mais bref, moi ça va bien vu que tu me le demandes comme d'habitude. Ça a été quand même 2 grosses semaines chargées pour moi. J'ai un appart, j'ai une nouvelle job, donc tout va mieux. Et comme vous avez remarqué, on a pas fait d'épisode la semaine dernière. La fameuse tempête a eu raison de nous. C'était compliqué, là. Ça a été vraiment compliqué de setter nos horaires et la tempête a dit non, vous restez chez vous. Surtout que maintenant, je suis des cours de natation. Je sais que tu me croyais pas, là. Je suis des cours de natation, fait que c'est une affaire qui s'est rajoutée à mon horaire, plus mes 2 jobs. Il vaut mieux tard que jamais, hein, c'est important de savoir nager. Ah ouais, puis j'ai pas eu de hydro avant minuit le soir, fait qu'il était comme juste trop tard quand c'est revenu. Là. Toi, t'en as-tu manqué longtemps? Quasiment une journée, de 1h de l'après-midi jusqu'à 9h du soir. Ah, c'est pas super, là. C'est pas si pire, mais c'est tout le moment que j'étais tout seul. Fait que là, genre... Dans le noir, ouais. Disons que j'ai lu beaucoup de BD pendant ce moment-là. T'as pas le choix. J'ai rattrapé toutes mes lectures qui étaient en attente. Mais bref, on se concentre sur le cinéma. Cette semaine, grosse émission, on jase d'un gros film qui est sorti il y a 2 semaines. C'est censé être la grosse affaire il y a 2 semaines, mais bon. On est pas en retard pantoute. Non, à peine. C'est le film Shazam, qui est dans le fond le deuxième Captain Marvel qui sortait en mois d'avril. Parce que pour ceux qui l'ignorent, Shazam originalement s'appelait Captain Marvel. Et on viendra un peu plus tard dans la critique du film. C'est ironique que Captain Marvel qui est sorti il y a 2 semaines. 3 semaines? Fait-tu 3 semaines Captain Marvel? Un peu plus que ça, je pense. Ah, moins que ça. Parce que peut-être 3 semaines, ouais. Ouais, pas de sens. C'est juste ironique que 2 super-héros peu connus, qui s'appellent les 2 Captain Marvel, sortent dans le même mois, même pas un mois d'extrême. D'extrême, ouais. Ouais, C'est quasiment particulier. absurde, mais c'est... Ouais, c'est... Ouais, J'ai hâte de revenir avec le box-office de Shazam, je pense que je vais te surprendre. J'ai hâte de voir ça, je l'ai pas regardé. On va entre autres parler de Notre-Dame, de Star Wars, de Disney+. Donc sans plus attendre, on va aller du côté des chroniques. Les chroniques. Alors on est du côté des chroniques, mais petite mention d'une grosse nouvelle qu'il y a eu aujourd'hui. On est les 15 avril, lundi 2019. Et, Une journée qui va marquer. Là. Une journée marquante quand même. C'est dans le fond la cathédrale de Notre-Dame de Paris à Paris a été la proie des flammes. Et c'est vraiment un bâtiment mythique si je peux dire, autant côté historique que cinéma, parce que c'est un lieu qui a été vu plusieurs fois dans le cinéma. Ouais. Donc je trouvais important quand même d'en parler là, parce que c'est juste le Notre-Dame de Paris, je veux dire... J'imagine en plus que les films d'animation de Disney avaient quand même sûrement boosté les visites de Notre-Dame. Là. Et surtout qu'ils ont fait 2 films avec ça, ça avait beaucoup pogné à l'époque. Il y a eu la tournée québécoise, la tournée de la comédie musicale qui est partie du Québec, qui a fait aussi beaucoup de pubs pour ça. Ouais, il y a des œuvres là qui ont passé au feu, des vitrailles, des dessins, je trouve ça... C'est un bâtiment ancien, là, c'est... 1160, quelque chose comme ça. Ah, quelque chose comme ça. Je peux me tromper, là, s'il vous plaît, lancez-moi pas de pomme. Non, ça date du Moyen-Âge, là, c'est... ouais, ça a pris comme 108 ans à construire, j'ai compris. Puis c'est sûr, l'architecture de ça est impressionnant, mais là, je vois pas comment ils vont sauver ça. Selon les nouvelles que j'ai vues, la structure est sauvée, donc le bâtiment n'est pas perdu, mais elle va être sûrement peut-être fermée et non accessible pendant un certain temps pour la rénovation, ou s'il n'y a rien à faire, ils n'auront peut-être pas le choix de le faire, de le détruire. Ouais. En tout cas, on verra. Moi, je suis ça de près. C'est quand même quelque chose que je trouve important de mentionner. Donc... je trouve que la France sont pas chanceux là, dans les 10 dernières années. Là, ils ont vraiment eu comme des bad luck. Là. Je trouve que c'est leur culture qui est touchée tout le temps. Là.
Je trouve ça très triste. Effectivement, c'est pas glorieux. On va commencer comme d'habitude ce qu'on a vu puis écouté. Je vais te laisser y aller parce que... Ok. T'en as pas mal, puis je suis sûr que Ben tu sais, ça fait 2 semaines, il faut le mentionner. Ouais. Puis j'ai fait un filtre de toutes les séries que j'écoute aussi, je vais en garder pour autre temps. Je vais parler principalement de films cette semaine. J'ai vu le film Triple Frontière. J'ai pas vu encore, mais je veux voir. Qui est avec ce film d'exclusivité de Netflix, qui m'envelait Ben Affleck, Pedro Pascal et Oscar Isaac. Et c'est vraiment un très bon film. J'ai vraiment apprécié d'écouter. Beaucoup de gens critiquent beaucoup Ben Affleck comme acteur, mais jamais dans les films que je le vois, j'ai jamais été vraiment déçu par ses rôles. Il fait tant des bonnes performances et là-dedans il m'a beaucoup épaté, même si c'est pas en tant que tel le personnage principal du film. Le film Triple Frontière, c'est quoi? Eh bien, on suit différents militaires aux États-Unis qui ont chacun leur vie et il y a un jour au lendemain, il y en a un là-dedans qui joue par Oscar Isaac, qui enquête en Amérique du Sud pour retrouver un cartel de drogue. Et il va retrouver la planque secrète de ce cartel-là. Et il va avoir l'opportunité de faire de l'argent. Mais il peut pas le faire lui-même tout seul parce que il va être en sous-homme. Puis il veut pas se servir du gouvernement parce qu'ils ne laisseront pas prendre l'argent. Donc il va voir ses amis aux États-Unis, puis leur demande de l'aide. Fait qu'il réunit une équipe de mercenaires aux États-Unis, entre autres avec Ben Affleck et Pedro Pascal. Ils vont être 6-7 comme ça. Et ils vont aller en Amérique du Sud, attaquer une base d'un cartel, et récupérer des environs de 200 millions de dollars. Et ils doivent le ramener eux-mêmes aux États-Unis. Et c'est l'histoire, c'est ça le film. Ils vont aller en Amérique du Sud, puis ils doivent revenir par la suite. Et le film, vraiment, il est vraiment très bon. C'est pas tant poussé sur l'action, même si j'ai l'impression que l'histoire, mais les dialogues, la profondeur de l'histoire, les personnages sont vraiment tout attachants. Il y a vraiment beaucoup de questions morales dans le film, en rapport avec l'argent, tout ça, les limites qu'on peut faire pour l'argent. Aussi, tu sais, quand... le risque, est-ce que ça en vaut la chandelle? Parce que c'est la plupart là-dedans des familles, est-ce que ça vaut la peine d'essayer de voler 200 millions, là. Tu sais, je veux dire, tu prépares vraiment un bon plan, mais 200 millions, je pense que je prendrais le risque. On est pas Max son âge. Ils sont 5, quoi, je pense? Je pense qu'ils sont 6 de mémoire. C'est tous des gars, des militaires. Il y en a un, c'est un pilote. Ben Affleck, c'est le vétéran parce que c'est le plus vieux. Pedro Pascal, c'est le pilote. Oscar Isaac, c'est lui qui a les informations, ainsi de suite. Puis il y a le gars qui faisait War Arthur dans la dernière version du War Arthur. Ouais. Il est là-dedans, lui aussi, il fait un militaire qui est genre super énergique, puis genre full impulsif. Puis genre, ils ont chacun une personnalité, ils sont vraiment intéressants. C'est un film... Il y a peu de personnages féminins dans ce film-là, faut le préciser. Ça ressemble vraiment à un film de gars, mais en mettant non. Parce que c'est pas tant basé sur le côté autiste où tout le monde, comme mettons, les sacrifiés, ou c'est une gang de gars qui font juste tout exploser. C'est un plan, là. Il y a un plan, c'est pas tant basé sur l'action, il y a une bonne évolution dans l'histoire. Les décors sont très beaux à voir d'ailleurs, puis ça se passe en Amérique du Sud principalement. C'est très beau. Il y a des belles interactions. Comme je dis, le côté moral il est remis à rude épreuve. Il y a une belle twist finale au film aussi que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pas vu venir. D'habitude je suis bon quand même pour les voir, et là j'ai vraiment aimé. C'est un bon petit film sur Netflix que je vous recommande chaudement. J'ai vu aussi un film de Tom Hanks. Avant j'étais capable de me vanter en disant que j'avais vu tous les films de Tom Hanks, mais depuis quelques années j'ai un peu de retard pour les films de Tom Hanks, parce que pour moi c'est un des meilleurs acteurs de tous les temps du cinéma. Je pense que tu dois être d'accord avec moi là-dessus. Ouais, je l'aime beaucoup. C'est dans les années, j'en ai plusieurs que j'ai pas eu la chance d'écouter. Celui-ci, c'est un hologramme pour un roi, qui est sorti il y a quelques années, je pense en 2014 ou 2016. Et dans le fond, c'est un film on suit le personnage de Tom Hanks, qui est un vendeur qui a l'opportunité d'aller en Arabie Saoudite. C'est récent? Ben 2014-2016 il me semble le film. Ok, vas-y, continue, je vais aller voir. Et il a l'opportunité d'aller en Arabie Saoudite vendre une nouvelle technologie d'hologramme au roi saoudien, et ça pourrait être la vente de sa vie. Et il décide de partir là-bas, et le film se déroule entièrement en Arabie Saoudite. Ah oui, je l'ai vu ça. Et c'est un personnage, son personnage il va là, mais de reculons, dans la mesure que sa vie va pas très bien. Il est dans un peu tournant sa vie à savoir qu'est-ce qu'il cherche. Et il va aller là-bas, il va se ressourcer d'une certaine manière, il va découvrir que la culture là-bas est vraiment différente de la scène, mais en même temps est très intéressante. Il va être dépaysé. C'est pas basé sur une histoire vraie en plus, ça? J'ai pas regardé si c'était basé sur une histoire vraie. Il me semble que oui. Mais j'ai adoré ce film-là. C'est pas le meilleur film de Tom Hanks, mais il offre toujours une excellente performance dans tous ses rôles. Et ici, il est très bon. J'ai aimé aussi voir un film de ce genre-là qui se déroule
entièrement dans un autre pays, dans une autre culture, et on monte la culture vraiment, puis on s'amuse à déboussoler le personnage principal qui est Tom Hanks, parce qu'il va y avoir des situations un peu partout dans le film qui vont le déstabiliser, et c'est vraiment bien. Il y a un personnage secondaire dans le film qui va l'accompagner tout le long, et c'est un chauffeur, qui va être son chauffeur, qui est un arabe, puis genre le gars comme irresponsable, là, il est mal habillé, il est sale, tout ça, puis il s'amuse avec lui, puis ils finissent par tisser une amitié, puis c'est vraiment bien entre les deux. Puis vraiment le film il est vraiment bon, là. J'ai passé un bon moment à l'écouter, j'ai adoré ça, ça m'a fait réaliser que ça me manquait d'écouter des films de Tom Hanks, et je vais commencer à rattraper mon retard là-dessus. Tom Hanks c'est incroyable, là. Je veux dire, je pense pas qu'il a fait un mauvais film dans sa carrière, j'essaie de me rappeler, mais je vois pas quel film, à part peut-être au début, dans ses premiers films, là, mais qui était... Da Vinci Code, là, pis sa trilogie, là, c'est pas... T'as pas trop aimé ça? Non, le Da Vinci Code c'était pas tant pire, mais Ange et Démons c'était pas bon, là. Je dirais que c'est plus Inferno que je trouve qu'il est le moins bon. Hein, Je peux me poser. Ben c'est le troisième, là, je trouve que c'est le moins bon des trois, là, mais j'avais beaucoup aimé Da Vinci Code, honnêtement, là, côté histoire tout ça. C'est une des rares fois que Tom Hanks a fait des suites, là. Je pense Ouais, qu'il aimait vraiment le personnage, c'est pour ça qu'il à part Histoire de jouer, je pense que c'est ça qu'il avait fait. Ouais, ben, Histoire de jeu, c'est comme... Ouais. Contexte. Mais bref, je vous recommande de le voir ce film-là. C'est pas le plus gros film de Tom Hanks, mais c'est un bon film avec une bonne morale. J'ai écouté un film aussi que j'adore, ça fait partie de mes tops de films ever. C'est le film Sans limite, Limitless. J'ai déjà parlé de ce film-là ici au podcast et aussi de la série. C'est le film qui a mis sur la map Bradley Cooper. À l'époque, il commençait à se faire connaître. Là. Ben, il a fait Hangover avant, là. Ça pourrait dans les mêmes temps, Hangover. Il me semble qu'il a fait le premier Hangover puis il a fait ça après, genre. Je vais aller vérifier. Parce qu'il me semble c'était pas après le troisième Hangover, ça j'en suis presque sûr. Mais Ouais, me semble que c'est après le 2 là. parce que ça peut être après le 2, mais il était en plein boom là, cet acteur-là. Puis même dans Hangover, il est assez secondaire dans la mesure que il n'y a pas un personnage, il est intéressant ce personnage, mais il n'y a pas la place pour se développer là. Dans le film Sans limite, il est là 100% du temps, c'est son personnage qu'on suit. Puis vraiment c'est devenu mes acteurs fétiches depuis ce film là. Je le trouve tellement bon, puis là-dedans c'est super bon, c'est dans le fond on suit un raté qui est écrivain et que sa vie va vraiment pas bien. Ça commence qu'il vraiment il perd sa blonde, son contrat pour son livre marche pas. Il y a des problèmes de boisson. Il jouait dans War Dog. Il joue dans War Dog? Ouais, je me rappelle. Oui, c'est vrai, il joue dans War Dog. Oui, c'est vrai. Je me rappelle pas. Il fait genre un mercenaire. Oui, oui. Oui, je me rappelle. Il a mis du gel dans les cheveux puis il y a des lunettes là. Oui, je me rappelle. Limitless est sorti après Hangover 1 et 2. Ah, Mais la même année par exemple. donc il a la même année, ouais. Ah, il avait fait l'agence touriste aussi. Ça, c'est un film... Très mauvais. C'est une série culte qui ont fait un film... Mauvais choix de carrière, ça. Ouais, mais bref, tout ça pour dire que, dans le fond, c'est un raté. Et il croise une ancienne connaissance qui offre l'opportunité d'essayer une nouvelle drogue. Et ces drogues-là lui donnent la possibilité de développer son cerveau à 100%. Donc, il va le tester comme ça et ça va bouleverser sa vie. Et il va baser sa vie sur cette drogue-là. Et il va vraiment partir dans une direction vraiment totalement opposée à ce que sa vie était alignée. Et on va le suivre comme ça, ses aventures, comment il agit avec cette drogue-là. Et vraiment, ce film-là est incroyable. Là. Pour la réalisation de ce film-là, scénario... l'acteur, je sais que c'est basé sur un livre qui ça dévie pas mal du livre, surtout la fin. Mais on fait quelque chose de vraiment intéressant avec ce film-là. Et à témoin que ça a pogné, ça arrive pas souvent. Ce film-là a eu le droit à une suite en série qui a moins marché. Elle a été annulée après une saison. J'avais quand même beaucoup aimé la série. Mais il me semble que Limitless avait fait un four au box-office. Je vais aller vérifier là. Mais il me semble que ça avait pas pogné. Mais continue. Mais bref, il y avait une série qui a été annulée après une saison. Même si j'avais apprécié la série, elle était pas au même niveau que le film. Mais elle était vraiment bonne pareil. Mais il reste que c'est une univers qui je trouvais fascinant. Et que le film passe super vite. Là, ça j'ai rien dit. Le film avait coûté 27 millions, il en a rapporté 161 mondialement. Bref, c'est un film à voir. Dernier film que j'ai vu, c'est un film d'horreur que je vais avoir de la misère à vous décrire, vous allez comprendre. C'est le film Suspiria, qui est un film science-fiction horreur, mettant en vedette Dakota Johnson. Je vais chercher le nom de l'autre actrice parce que j'ai Parce que c'est un remake, ça, j'ai su, moi. Oui, c'est un remake d'un classique des années, je pense, 70. Mais c'est un film d'horreur, hein? Oui, c'est ça, c'est un film d'horreur. Mais le remake a comme joué, je pense, dans 2 salles au Québec, là. Ah, pour vrai? Ouais, c'était vraiment limité comme sortie. Qui met en vedette Chloé Grace Moretz et Tilda Swinton, elle qui est reconnue pour des rôles assez fuckés. Elle l'a fait récemment dans Doctor Strange, l'ancien. Quand je dis fucké, c'est pas négatif, c'est juste qu'elle aime ça faire des rôles extravertis, tu sais, qui sortent de l'ordinaire. Je joue beaucoup avec son corps, pas de façon sexuelle, mais genre son corps exprime beaucoup dans ses rôles. Puis là-dedans aussi, elle montre très bien. Puis je trouve ça perturbant parce que avant de parler du film, dans Doctor Strange, elle avait pas de cheveux. Ouais. Puis là-dedans, elle a des cheveux qui vont jusqu'à ses fesses.
C'est comme le contraire. Fait que là, j'étais comme vraiment... j'étais mindfuck. Mais elle joue, je pense, dans le film de zombies qu'on a parlé dans le dernier épisode avec Bill Oui, Murray. Je oui, pense elle joue bien, ouais. Bref, ce film-là, c'est un film qui, dans le fond, se passe des années 70 à Berlin. Et on suit, dans le fond, le personnage de Dakota Johnson, qui, son rêve est de devenir danseuse professionnelle. Et elle veut rejoindre une des écoles les plus prestigieuses au monde, qui est à Berlin à cette époque-là. Et donc, elle va aller s'inscrire là, et elle va être prise. Et la directrice de l'école, c'est l'actrice que je mentionnais juste avant. C'est elle qui gère l'école de danse. Elle va être acceptée là. Et rapidement, ça va commencer un peu à dérailler. Dans ce soir-là, c'est très sombre, mais c'est très lent comme film. J'ai pas trop apprécié le film. Ah non? Ah ouais, pourtant il y a eu des très bonnes critiques. Il est très bien coté. Le seul problème pourquoi je l'ai pas apprécié à sa juste valeur, c'est que mon ami il l'a téléchargé et il a oublié les sous-titres. Parce qu'on l'écoutait en français. Le problème, c'est que la moitié du film est en allemand. Littéralement en allemand. Il parle en allemand dans le film. Ah ouais? Parce que ça se passe à Berlin. Fait que dans ces moments-là, ça sert avoir des sous-titres, tu sais, pour comprendre ce qu'ils disent. Mais mon ami, la version qu'il avait pas de sous-titres. Fait que le trois quarts du film, quand c'était en allemand, ben on écoutait, mais on comprenait pas fuck all. Fait qu'on n'a pas pu comprendre toute l'histoire du film. Mais pour ce que j'en ai compris, je trouve ça quand même bien. Même si à la base Dakota Johnson, c'est pas une actrice que j'aime bien. Tu sais, c'est quand C'est même... la fille de Fifty Shades? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, elle est pas connue pour être une méga actrice, là, même si elle fait beaucoup plus de rôles qu'avant. Ouais, elle m'avait pas convaincu non plus dans... Battle Royale, ouais, ouais. Moi non plus, elle m'avait pas trop convaincu là-dedans. Mais tu sais, je vois qu'il y a un potentiel, mais là-dedans, en tout cas, le film, il tombe vraiment dans un côté comme... je veux pas révéler d'éléments, mais ça tourne autour de cette école-là. Toute l'histoire se déroule avec l'école de danse. Et ça va être de plus en plus weird et bizarre. Et... Mais c'est plus un film d'auteur qu'un film d'horreur, je veux dire. Ouais, ben il y a de l'horreur, mais c'est assez dilué. Il y en a un peu partout, mais c'est surtout l'ambiance qui te fait... C'est pas des sauts, là, tu Non, vois. non, c'est l'ambiance qui va te rendre mal à l'aise, tu sais, qui va Ok, te... ouais. Il va y avoir une tension, tu sais, tu fais pas comme t'auras pas peur, tu vois, c'est comme... tu sais, Ouais. c'est spécial, là, puis... À part ça, ce que j'ai trouvé assez dommage, c'est qu'il y a une autre actrice que j'ai nommée Chloé... j'ai encore oublié son nom, excusez-moi. Moretz? Ouais, c'est ça. Grace Moretz, c'est une des raisons pour que je l'ai écouté le film. Je trouve que c'est une actrice excellente qu'on voit de plus en plus au cinéma parce qu'elle avait pris une pause. Et là-dedans, on la voit peut-être 5 minutes dans le film. Ah ouais, ok, elle est vraiment un petit rôle. Je trouve ça un peu dommage. C'est une actrice qui est excellente puis elle joue un rôle qui dure genre 5 minutes dans le film. Elle a fait des drôles de choix de carrière, moi, je trouve. Là. Aussi, là, mais... La 5e vague, là. Ben, c'est censé partir sur une saga avec ça. Ouais, c'est ça, les studios essaient de faire des sagas dans tout, là. Ouais, mais Kick-Ass, c'était... Ouais, définitivement, là. C'est Kick-Ass qui l'a lancé, là. Ah ouais, puis je veux dire, maintenant... C'est dommage que le 2 soit vraiment une coche en dessous, là. Mais bref, ce film-là est assez bizarre, mais je vous recommande quand même de le voir. C'est assez hors commun en termes de film d'horreur. Puis il est très bien coté quand même. C'est ce que je peux pas en profiter autant pour comprendre l'histoire. Parce que quand il y a eu la touche finale du film, on était comme... Là, on comprenait pas. Puis là, c'est à la point, les multiples ont fait... Ah! D'accord! C'est ça les mots en allemand qu'on comprenait pas. Le débat qui prenait son sens. Ouais. Mais ça reste quand même bien fait, là, la façon que c'est filmé, la musique, l'ambiance, tout ça. Même l'actrice que je dis qui fait la directrice, là-dedans, elle est creepy, là, je veux dire, elle paraît comme super gentille, mais en même temps, tu sais, comme, salut. Tu sais, comme, elle paraît gentille, mais elle a pas l'air gentille, tu sais. Ouais, Puis elle est comme strict, puis moi je sais pas si ses cheveux m'ont fucké, genre les cheveux full trop longs qui vont jusqu'aux fesses. Puis en tout cas, mais je trouve que c'est une excellente actrice, elle est bonne là-dedans. Bref, c'est un film assez étrange, que si vous voulez voir de quoi d'assez particulier, c'est à voir. Je tiens qu'il me donnait une petite mention, la saison 8 de Game of Thrones a commencé hier. Ah ouais! T'avais pas remarqué? Ben, voyons donc, ça fait pas des semaines qu'on entend parler, puis toute la semaine, esti, on nous a saoulés avec ça. Écoute, fallait vraiment que j'écoute pas cette série-là pour que j'en sois écœuré. Tu sais, moi je suis les talk shows américains aux États-Unis, c'est Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, tout ça. Puis ils ont toutes fait des références, puis la une, c'est Jimmy Fallon, il a fait un sketch de Game of Thrones, qui sont comme tout autour d'une table habillés dans l'univers de Game of Thrones, puis ils font comme là, c'est quand que la saison sort, là, puis qu'on se fait s'ostiner, puis là t'as Sean Bean qui arrive, puis qui répond aux questions, là, c'est l'acteur principal de Game la of Thrones. saison 1. La saison, ben ouais. C'est ça, il y en a pas dans le 2, puis dans le 3, puis dans le 4, puis dans le 5, dans le 6, puis dans le 7, dans le 8. C'est Sean Bean, Carlis. C'est Sean Bean. J'ai pas besoin de vous spoiler. Oh, c'est ça, bref, ils ont fait beaucoup de gags là-dessus, mais bref, le premier épisode est sorti, ça m'a hyper excité. Ce que j'en ai vu, j'ai adoré. C'est 6 épisodes, hein? C'est 6 épisodes, c'est assez fou, là, ils vont dans l'accéléré, là. Il y a plus de sous-intrigue, c'est vraiment du concentré. Même dans l'intro, d'habitude, ils montraient chaque ville importante de la série. L'intro de la saison 8, t'as comme 2 villes.
that's it, that's all, puis l'intro ça tourne autour de ça. C'est vraiment, on se concentre, puis il y avait des belles scènes clés dans le premier épisode. Et j'ai vraiment aimé ça, puis C'est une série qui peut bien finir. je suis pas sûr que ça peut bien finir comme série, mais je le souhaite d'ailleurs. Mais de la façon que ça s'aligne, on sait pas encore. Puis ils sont les acteurs qui ont commencé à révéler des informations. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas la fin, ce que j'ai compris de Game of Thrones. À voir. Mais c'est vraiment le phénomène de notre époque, là, le Game of Thrones, a battu tous les records de... Ouais, je pense que t'as 17 millions de personnes qui ont écouté en même temps hier sur la poste aux États-Unis. C'est énorme, là. C'est ça, là. Puis en plus, HBO, l'application aux États-Unis a crashé, puis ça a été... On capotait, là. Ah, c'est comme... j'avais lu un article que Crave TV, la semaine dernière, avait un bond de comme 150% de ses abonnés. Ah, ouais. Parce que c'est le seul au Canada qui offre le HBO. Fait que là, genre, tout le monde s'est abonné à Crave TV pour HBO. Puis nous autres, ici, on a... C'est super écran. Super écran, puis il est en français québécois le lendemain, hein. Ouais. C'est ultra rapide, là. C'est Il y a impressionnant. pas beaucoup de séries qui ont droit à ce luxe d'être traduit littéralement. Le lendemain, puis il faut que ça soit bien traduit, là. Ah, c'est ça. D'habitude, Ben- ça prend comme quelques mois, puis là, il sort. Probablement qu'ils ont eu la série en avance, là. Je peux pas croire, là. Ben oui, mais surtout que l'acteur Jon Snow a coupé ses cheveux depuis une couple de mois, fait que la série finit de tourner depuis pas mal de temps, là. Ouais, non, c'est ça, mais je veux dire, pour les voix, je veux dire, ça fait un bout d'après moi qu'il l'a Ouais, mis. ouais. Il avait peut-être juste pas le droit de le mettre le soir même. Je sais pas. C'était Écoute, peut-être... je connais pas ça. Là. Mais bref, si vous connaissez pas Game of Thrones à découvrir, j'ai vraiment hâte de voir là-dessus. Je vais juste faire une petite mention. Donc, Game of Thrones, je sais y aller. Oui, c'est vrai. Ah, c'est juste tout le temps qu'on avait, Max. Ouais, c'est ça. J'ai 3 affaires. Je vais commencer avec le plus short. Je l'ai pas mis dans la liste, mais je vais en parler vite. Je me suis réabonné à Amazon Prime. Tout simplement parce que je commande de plus en plus en ligne, mais genre vraiment genre mes jeux, du linge, des patentes, tout ça. Ouais. Puis, fait que je me suis réabonné à Amazon Prime, fait que quand tu t'abonnes à Amazon Prime, tu as le droit à Amazon Prime Vidéo et à Amazon Prime Musique. Je n'utilise pas de musique, là, j'utilise Spotify. Mais en fait, il y a une série qui s'appelle The Tick. Oui. J'ai pas osé encore l'écouter, il y a 2 saisons, je pense. Ouais, la deuxième saison vient de sortir cette semaine, d'où la raison pourquoi je l'ai commencé. En fait, à la base, j'ai eu un dessin animé là-dessus, que je me rappelle du dessin animé qui jouait à Télétoon. Oui, je me rappelle moi aussi. Il me Ouais. semble que c'était bon, dans mes souvenirs, mais ça fait tellement longtemps. Ah, Puis il y avait déjà eu une série en live action dans le temps, là, Ouais. que je n'ai jamais vu. J'ai pas fait plus que 2 épisodes. Ah, pour vrai? J'ai pas aimé ça du tout. En fait, je trouve que... je sais pas, on dirait qu'il y a rien qui me plaît, je trouve ça trop bébé, je trouve que c'est... Tu sais, puis en plus, la série est méta, ça pourrait être super intéressant, mais j'embarque pas du tout. Je sais pas, on dirait qu'il manque de charme, les effets spéciaux sont tellement ringards que genre, aussi bien pas de n'avoir. Je m'attache pas au personnage, puis je sais qu'en plus c'est comme voulu stéréotyper pour les méchants et les gentils. Mais C'est beaucoup de caricature, est-ce que j'ai compris? C'est vraiment ça, mais j'embarque pas en tout. Fait que j'ai abandonné. Je sais que ça avait été bien reçu, là. Ouais, c'était super bonne critique. C'est peut-être moi qui ai pas compris. Ouais, ça rejoint peut-être pas toi, je veux dire, tu sais, il y a des types de publics. Mais des fois, moi, si tu m'accroches pas dans les 2 premiers épisodes, c'est fini. Tu sais, toi, t'es plus genre, mettons, un Master of Sex, c'est plus une série pour toi, ça. Master of Sex? Tu connais pas? Non. On m'a fait découvrir cette série-là pour longtemps, je l'ai pas encore écoutée en tant que telle. C'est une série qui a 4 saisons. La fois, ça tourne autour de psychologues qui, dans les années, je pense, c'est 80 ou 70, étudient les rapports sexuels entre les couples, les gens, tout ça. Et ça se passe dans un laboratoire, puis dans une petite ville comme ça. Puis on voit beaucoup de nudité. Probablement que j'aimerais ça. Voilà. Plus que de nudité. J'ai écouté un vieux film que Robin Williams, Matt Damon et Ben Affleck sont dans le film. Oui. Je l'avais jamais vu. Ah non? Non, je l'avais jamais vu, puis il est sorti sur Netflix, je pense, cette semaine ou la semaine passée. C'est un classique. Oh non, ça fait un bout dans le fond, je dis ça, mais ça fait un bout. C'est le décès de Will Hunting. Oui. Un des premiers grands films de Matt Damon, que j'aime pas. J'aime pas Matt Damon. Il y a une scène par exemple qui est excellente dans le film parce que j'ai su par après que c'était de l'impro. Il y a un gag où que Robin Williams disait à quel point que sa femme arrête pas de péter, puis les deux personnes partent à rire, là, mais intense. Mais c'est de l'impro, c'est vraiment des vrais rires, là. C'est genre, c'est pas... c'est pas joué. Je savais pas. Ça rend la scène encore meilleure. J'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça beau, mais je sais pas... J'ai l'impression d'avoir manqué le message, je sais pas. Mais c'est le genre de film qu'il faut que tu restes concentré parce qu'il y a tellement, c'est tellement profond, il y a tellement une belle histoire là dessus, puis la fin, ça donne la réflexion, là, Ouais, définitivement. C'est un film avec un beau message, puis les valeurs sont bonnes. Puis j'étais content de voir Robin Williams, qu'on le voit
Ben là, on le verra plus, là. Ben tu sais, son dernier rôle, il faisait la voix du chien dans Ah, c'est quoi le film déjà? C'est un film britannique avec Simon Pegg, là. Ah ouais. Il a le pouvoir de faire ce qu'il veut, puis genre, il y a un chien qui parle, là, puis... Ouais, je sais de quoi tu parles. Ouais. Sinon, dernière chose, j'ai écouté Blind Spotting. Le premier, c'est ça? Le premier? Je pense que je me mets avec une autre affaire. Ouais, c'est sûr. En fait, on parle ici d'un film qui se passe aux États-Unis où on a un ancien prisonnier qui est en liberté et qui avait fait sa peine et est on appelle ça remise genre... Remise de peine? Ouais, c'est ça. Puis il est à la fin, là. Il est vraiment à la fin, il reste comme 3 jours. Et c'est un film qui a beaucoup d'humour, mais il y a un message très social sur le racisme. Surtout qu'aux États-Unis, il y a beaucoup malheureusement de Noirs qui se font tirer par des policiers américains blancs. Ouais. Puis c'est vraiment un fardeau aux États-Unis. Et le film tourne un peu autour de ça, car lui il va être témoin d'un meurtre fait d'un policier blanc sur un homme noir à 3 jours de la fin de son mandat. Puis c'est un film qui apporte beaucoup de réflexions sur le traumatisme, sur le racisme, sur les conséquences sociales que peut apporter la prison, ainsi que c'est de la réinsertion, mais il y a beaucoup de difficultés, mais on a un personnage qui est blanc, puis c'est voulu qu'il soit blanc, c'est clairement voulu, qui est là comme un peu pour désamorcer un peu de temps en temps le film quand ça devient trop élevé, parce que c'est des thèmes qui sont super lourds, mais c'est tellement amené d'une belle façon. C'est un film vraiment remarquable, c'est un très grand film. J'ai lu beaucoup que le monde était vraiment fâché que le film ait été boudé aux Oscars, puis je peux le comprendre sincèrement, c'est excellent pour vrai. Ben oui. Puis je trouve ça plate parce qu'au Québec, j'en ai pratiquement pas entendu. C'est un podcast qui s'appelle Séance de minuit qui m'ont fait découvrir le film, parce qu'ils l'ont acclamé, je pense qu'il était comme numéro 1 dans leur top. Puis c'est vraiment là un excellent film, c'était à voir. Tu sais, dans les films qu'il faut voir une fois avant de mourir, ce film-là rajouté là. Clairement. Ben écoute, ça m'intrigue pas mal ton film, j'aime ce genre de film-là. Je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle La Passion du film, puis j'ai partagé le fait que j'écoutais ce film-là, puis j'ai eu comme plein de commentaires comme quoi qu'il fallait absolument voir ce film-là, puis c'était excellent. L'acteur principal, est-tu connu? Non, c'est des acteurs que je connaissais pas, j'en connaissais même pas un. Oh shit, ok. Genre, c'est vraiment... Ah non, c'est pas vrai. Il y en a un. Ah ouais? Puis celui-là, genre, ça faisait des années que je l'avais pas vu. Ce gars-là joue dans Space Jam, puis dans Jurassic Park 1, tu sais, le gros avec l'imperméable jaune, il y a un petit rôle là-dedans. Ça a fait, ah ouais, il fait encore de quoi ce gars-là? C'est vrai, lui, ouais. Fait que je suis resté bête, fait que c'est ça. C'est tout ce que j'ai écouté moi cette semaine. Ok, good. Mais on va aller à une nouvelle. Ouais, absolument. On a du gros stock cette semaine, du gros stock. Ça, on se regarde pour la fin, mon Matt. Évidemment. Ben, je te laisse qu'on sait que t'as pas une nouvelle. Ouais, ben Continue, mon sel est vivant. La technologie prend le contrôle de nous. Ah ouais, Cyril me fait ça des fois. Je m'assurerais qu'elle fasse pas là, parce que j'ai juste à dire son nom. Oui. On a eu droit à une bande-annonce d'un film d'animation qui s'en vient cette année. C'est La Famille Adams. Ah oui. Ça faisait longtemps que le projet était sur les rails. On n'avait pas entendu parler depuis un petit moment. On a eu droit à la bande-annonce, comme je disais, puis on trouve moi d'écouter juste avant le podcast, parce que je l'avais vu beaucoup tourner sur les réseaux sociaux. Ouais. L'animation, on va se dire d'un, est très très belle. Oh oui. Puis ils ont mis de l'émotion dans la mer. Hein. C'est pas remarqué là, mais tout est animé dans ce film-là. Mais non, le film a l'air étrangement. Il a l'air très très bien. Faisait penser un peu quand même au film de Adam Sandler, là, Hôtel Transylvanie un peu. Ouais. C'est dans le même style. C'est pas Sony qui le fait, mais c'est dans le même style. Ça parlait beaucoup. Puis à date, je trouvais que... Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, je suis un grand fan de l'univers de la famille Adams. Je suis un grand fan de la première série à l'époque qui avait commencé en noir et blanc. C'est ma mère qui m'a fait découvrir il y a quelques années maintenant. Et j'adore cet univers-là. C'est vraiment particulier, c'est très unique et très marquant d'ailleurs. J'ai brièvement vu la deuxième série qu'il y avait eu dans l'univers de la famille Adams. Je pense que c'est à la fin 80, début 90. Que j'avais trouvé bien aussi, mais pas autant marquante que la première. J'imagine à cause du casting, je trouve que le casting original était hallucinant. Ouais. Il y en a un qui est mort là-dedans, qui jouait le père. Le père, il est mort? Ouais, ça fait un bout là, ça fait un petit moment. Je pense que le dernier film qu'il avait fait, c'était genre Street Fighter de movie là. Oh mon dieu. Mais là-dedans, il y avait du fun, fait que je pense qu'il savait qu'elle allait mourir en plus, fait que ça rend comme... Mais bref, le film donne vraiment le goût de le voir. Ça a l'air de bien respecter l'univers de la famille Adams. Ouais, ben tu réalises à quel point que ces personnages-là, c'était vraiment...
fallait le faire en animé. Je pense qu'en live action, ça aurait pas donné grand chose de plus, mais en animé, je pense qu'il y a de quoi à faire. Ils ont déjà fait quelques tests comme ça. Je me rappelle d'un épisode marquant de Scooby-Doo qui faisait un crossover avec la famille Adams et que ça avait été quand même bien. Moi j'avais bien aimé ça. L'univers se faisait bien en animé, ça permettait de faire plus de possibilités. Entre autres la fameuse main, qui en vrai est plus limitée. Ici en animé, mais on peut faire plus de possibilités avec elle. Ce qui est vraiment bien moi je trouve. Donc vraiment je suis hype pour voir le film. Ouais. Je vais avec ma prochaine nouvelle. Autre bande-annonce, c'est une des bandes-annonces les plus attendues de l'année, après Avenger évidemment. Tu pensais que ça allait sortir en fin de semaine, toi? Non, je pensais pas, non. J'avais oublié qu'il y avait le Star Wars Celebration. Moi, je sais plus qu'est-ce que je faisais, mais en tout cas, j'étais pas devant mon ordinateur, puis c'est mon ami qui m'a écrit, il m'a dit « Hey, t'as-tu vu le teaser? » Je fais « Quoi? » Je t'ai tagué dessus, je pense. À peu près en même temps, au même moment qu'il m'a écrit. Je me quoi? Fait que là, j'allais aller voir le teaser. Ah oui, j'étais parti à ma boutique BD, m'acheter des BD. C'est ça, je me rappelais là. Puis j'ai regardé le teaser avec le vendeur de BD. C'est le teaser de Star Wars 9, Rise of Skywalker, qui va être la grande finale de l'univers des Star Wars établi jusqu'à ce jour, autour de la famille Skywalker. Et on a le droit à un court teaser de, je pense, c'est quasiment 2 minutes, je pense. Ouais, quand même, là. Ouais. 2 minutes, même 2 minutes et demie, je pense. Ils ont été généreux en termes de teaser. Et ça permet de voir quelques éléments. Évidemment, c'est très coupé, donc on peut pas trop comprendre ce qui se passe. Mais ça m'a donné le goût. J'ai aimé voir l'ambiance. Ouais. Ça a l'air d'être beaucoup plus, comment je dis ça, plus exploré. Parce que le Star Wars 8, quand on voyait les images, on avait l'impression que, tu sais, c'était toujours le même décor, toujours la même impression. Ici, on a l'impression que ça bouge, qu'il y a du déplacement, qu'il y a des enjeux qui sont plus larges. Ce qui était un peu le problème des précédents films, les enjeux étaient assez limités. Il y a une belle surprise à la fin du teaser. Ouais, je m'attendais pas à ça pendant tout. Moi non plus, à la fin du teaser... Il a fallu que je le réécoute pour être certain à la fin, genre pas de ça. Moi, je l'avais reconnu, mais le rire, mais j'étais pas sûr. J'étais comme... Puis, de la fois, on entend un rire à la fin du teaser, sans image. Et pour ceux qui le connaissent, eh bien, c'est le rire de l'empereur Palpatine. Et l'acteur a confirmé par la suite qu'il revenait pour l'épisode 9. C'est lui qui avait joué l'empereur dans le 5, 6, 1, 2, 3. Et là, il va rejouer le rôle. C'est le même acteur entre qui a fait les 6 films? Il était pas dans le 4. 5, 6, ah ouais, le personnage apparaît dans le 5, c'est vrai. Ouais. Ok, mais il a fait les 5 films? Ouais. Ah, je savais pas que c'était le même acteur. Ouais, c'est le même acteur, ouais. Ah, mais vu qu'il est déguisé dans Il maquillait dans le 5, 6, puis dans le 1, 2, 3, il était pas maquillé. Ouais, ok, ah bah tu vois, tu m'as appris quoi. Moi, je l'avais découvert et... Parce que j'ai jamais vu faire autre chose, ce gars-là, moi. Je l'ai vu dans autre chose, je me rappelle plus exactement où, je l'avais vu dans l'autre groupe, j'étais c'est le gars qui fait Palpatine, j'étais comment? Mais je me sais plus, il faudrait que je revoie sa filmographie. Mais bref, c'est ça. Autre élément assez perturbant, en rapport avec le fait que l'empereur revient, ben 2 choses. On voit aussi Lando dans la bande-annonce, ce qui était teasé depuis l'épisode 7, il y en a beaucoup qui le réclamaient, et moi d'ailleurs, surtout qu'il l'avait ramené pour Han Solo en version jeune, et là ben la boucle est bouclée parce qu'il revient l'acteur Gino revient. Autre élément aussi, une des dernières images du teaser, j'ai écouté plusieurs fois le teaser, on peut voir les débris de l'étoile noire. Je sais pas si tu as remarqué. Ouais. Et il y a beaucoup de théories qui en ont sorti qui expliquaient pourquoi Palpatine serait revenu. C'est qu'ils vont visiter les débris d'étoile noire, ils vont voir genre l'esprit de l'empereur qui va être genre là, pris là depuis toujours. Ça c'est une théorie que je trouvais vraiment intéressante, qui serait logique. Mais j'étais surpris de voir ça, de ramener comme l'étoile noire pour ce film-là. Mais vraiment, ils ont l'air de... J.J. Abrams a l'air de vraiment bien travailler son univers. Ouais, il y en a beaucoup qui pensent qu'il doit réparer beaucoup de choses, là, mais je suis plus ou moins d'accord. Il a dit qu'il allait pas changer les éléments qui étaient déjà établis, il allait juste prolonger. Mais là, après ça, Disney a confirmé qu'il y aurait une pause. Ouais, il allait avoir une pause pour les films Star Wars, les projets. Parce qu'il y a 2 trilogies qui s'en viennent, une pour Rian Johnson, une par les créateurs de Game of Thrones. Ouais. Pas les créateurs, ceux qui s'occupent de Game of Thrones. Mais que ça serait pas tout de suite. On parle même jusqu'à 5 ans de pause, là. Ben, il y a des séries qui s'en viennent de toute façon, dans Demandeur de rien, qui a l'air bien, on sait pas grand chose là, mais je pense que ça va faire du bien là. C'est une franchise, c'est plate, mais une franchise comme ça, tu peux pas l'exploiter comme ça là. À la besoin de pause de temps en temps, ils vont peut-être en profiter pour remettre de l'avant Indiana Jones, qui en fait un bout qui parle que le 5e... En fait, le 5e il est reporté en 2020, je pense. Ouais, quelque chose dans... Je sais pas s'ils le savent, là, mais Harrison Ford, ça peut être à tout moment, là. Ah, mais ils vont le rajeunir numériquement, ça paraîtra pas. Sûrement, hein? Ils ont fait ça avec Samuel Jackson, pis ça passe super bien. Ils vont faire comme un film qui se passe entre le 3 puis le 4, puis ils vont rajeunir l'acteur, tout simplement, genre. Ah, bon, ou non, ils vont prendre un acteur jeune pour mettre sa face dessus. Non, faites pas ça. Faites pas ça. À la Terminator, genre. Mais bref, c'est ça, donc grosse bande-annonce, teaser en fait.
Je vous invite à voir si vous l'avez pas vu, c'est quelque chose, c'est quand même un phénomène. J'ai pas regardé si elle a battu des records de visionnement sur YouTube, mais Non, on n'a pas battu. Non. Il y a vraiment eu une chute de Star Wars après l'épisode 8. Il y a eu beaucoup de raid, de hate pour l'épisode 8, ce qui a fait en sorte que beaucoup de gens ont booté le Han Solo, qui a fait en sorte que ça fut quand même un échec. Je me demande, à travers le temps, l'épisode 8, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le monde va finalement réaliser que c'est un très bon film, ou le monde, au contraire, vont toujours le détester, puis sur le long terme, genre? Ben, c'est comme j'ai écouté une vidéo qui expliquait l'évolution de la prélogie, l'épisode 1, 2, 3, qu'il y avait beaucoup de haine à sa sortie, que maintenant c'est plus dilué, dans le sens qu'il n'y a pas autant de Parce monde. qu'il y a beaucoup de jeunes comme moi qui étaient allés le voir puis qui avaient aimé. Moi, je les ai vus les Star Wars au cinéma quand j'étais petit, puis j'avais vraiment aimé ça, mais écoute, j'étais petit, puis c'est pour ça que j'en garde un bon souvenir. Puis quand j'ai réécouté le 1, Ouais. tu sais, en tout cas, Non, c'est sûr, mais reste que je pense qu'avec le temps ça va changer. ouais, sûrement. Mais on verra bien, mais j'ai bien hâte de voir l'épique conclusion de Star Wars. Ça va être quelque chose Absolument. à voir, donc je te laisse avec ta prochaine nouvelle. Ouais, ben, on sait qu'officiellement Disney a acheté la Fox. C'est une des raisons qu'on parle de Disney+, mais Disney+, je reviendrai plus tard. Kevin Feige a parlé finalement, enfin, des X-Men, savoir qu'est-ce qui allait se passer avec ça. En fait, la phase 4 est déjà préétablie. Ils savent déjà les plans, ils savent déjà dans quelle direction ils vont aller. Fait qu'il faut peut-être s'attendre parce que dès qu'Avengers va sortir, probablement qu'il va y avoir une conférence pour annoncer les films de Marvel qui s'en viennent au moins pour les 3-4 prochaines années. Et il faut s'attendre en fait à ce que les X-Men ne soient pas là. Deadpool pourrait faire partie de ceux qui vont être annoncés. Mais X-Men, en fait, on parle d'une pause de 5 ans minimum. C'est vraiment le chiffre qui a été dit par Kevin Feige. Puis on parle vraiment de reboot, ça, certes, mais on va laisser la franchise dormir un peu. Parce qu'elle a été beaucoup exploitée par Fox au courans des 10-15 dernières années, en fait. Là. Depuis le début des années 2000. Ouais, fait que, on va laisser un peu la poussière tomber. Il y a eu beaucoup plus de films que Spider-Man. Puis Spider-Man, après 3, après 5, on était déjà comme brûlés, là, tu sais. Fait que... Bref, on va laisser... C'est pour ça qu'ils ont fait une autre trilogie de Spider-Man. D'après moi, attendez-vous plus à avoir du Deadpool. Puis peut-être quelques personnages qui vont s'intégrer un peu au fur et à mesure. Qui sait, peut-être le projet Gambit va en faire aboutir. Non, c'est pratiquement mort. Non, là, pour moi, c'est même mort. Là. Je pense que ça doit être officiellement cancellé. Parce que la nouvelle qu'on avait parlé, je l'ai retrouvé par hasard l'autre jour pour le fun, c'est... l'automne passé, c'est la fois qu'on avait parlé, c'est l'acteur lui-même, Channing Tatum, qui a dit que le projet était toujours en vie, puis qui était toujours à fond dessus, mais ça date de l'automne passé, donc ça fait quand même une couple de mois de ça. Là. Non, ouais, moi je crois plus à ça. Là, c'est mort. Là. Fait que je te laisse avec ta prochaine nouvelle, Mathieu. Oui, un film que tu as beaucoup adoré, que ça fait partie de tes films cultes maintenant. C'est dans mes notes les plus basses, hein, je pense. Oui, je pense que ça avait donné 2 de mémoire. Je pense que j'avais donné 1.5 même. Ah ouais, ça se peut. Ouais, j'avais été bas là. Ouais, t'avais été quand même très bas, ouais, effectivement. J'avais vraiment pas aimé ça. Ironiquement, ce film-là, je suis allé voir pour le fun, c'est le... Ben en fait, c'est écrit dans l'article, c'est le film de... Bon, c'est une vidéo qui a la meilleure note sur Rotten Tomato. En termes de... Jusqu'à temps que Pikachu Détective sorte. Probablement. Je parle ici d'une nouvelle saga de Tomb Raider. On a eu droit à un film l'année passée de Tomb Raider avec l'excellente Alicia Vikander. Je pense que c'est-tu l'année passée ou même 2017? Ça fait juste un an? Bon, ça se peut. En tout cas, bref, continue. Je veux pas dire n'importe quoi, il me semble que c'est l'année passée, mais c'est pas grave. Je pense que c'est l'été passé qu'on l'avait vu. Il me semble. Mais on l'a mis dans nos déceptions de 2018. On l'a mis dans nos déceptions. Ça se peut. Bref, ils ont annoncé une suite à Tomb Raider qui devrait sortir au courant de 2020. Toujours avec l'actrice Alicia Vikander qui reprend son rôle de Lara Croft dans la franchise Tomb Raider. Toujours basé sur les jeux vidéo de la nouvelle version qui ont eu le droit depuis des années. Je pense qu'on dit à 3 jeux dans l'univers de Tomb Raider depuis le reboot. Et c'est toujours basé sur cet univers-là qui est très réel, très réaliste. Qui a un côté mystique évidemment, mais qui est vraiment plus réel comme univers, qui a une actrice, un personnage qui a une vraie personnalité, tout ça. Qui est pas juste une paire de totons là. Voilà. C'est vraiment ça. Et donc c'est une suite, surprise de tout le monde, étant donné que le premier avait pas si bien marché. Bah, il a bien marché au box-office, c'est pas un flop là, loin de là, mais c'est pas non plus un méga succès là. Non, puis on l'a déjà critiqué ici, vous pouvez voir notre épisode là-dessus. Moi si j'irai pas le voir, j'ai aucun intérêt. À moins qu'on m'annonce que Nolan travaille dessus là, il y a aucun danger à voir ça. Ben moi j'ai de l'espoir que ça peut être mieux, j'adore l'univers de Tomb Raider, c'est vraiment un univers qui est très intéressant. Tu penses qu'ils vont faire prendre la même direction que les jeux, puis ils vont aller comme dans un monde comme plus hivernal genre? Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. S'ils peuvent aller un peu plus du côté mystique, ce serait bien, parce qu'ils l'ont gâché un peu dans le premier film. S'ils peuvent vraiment plus respecter la franchise actuelle, ça serait vraiment bien.
Mais j'ai de l'espoir, surtout que j'avais beaucoup aimé l'actrice Alicia Vikander, c'est une actrice que je trouve vraiment bonne. C'était pas tant elle le problème. Là. Non, c'est pas elle le problème, on l'a dit entre autres, c'est surtout le réalisateur qu'on voyait qu'il savait pas ce qu'il faisait là. Puis de méchant. Là. Méchant. J'avais vu, je finis ma nouvelle là-dessus, mais j'ai vu une drôle de parenthèse, j'ai écouté la critique de ce film-là, du Bazar du Grenier, qui est la chaîne dérivée du Ils joueur l'ont du grenier. critiqué. Ils l'ont critiqué. Et le joueur du grenier, qui est le gars principal de la chaîne, il a dit que ce film-là était une copie plan par plan d'Indiana Jones, de la dernière croisade, puis il montrait genre toutes les comparaisons, genre à place c'est sur des nazis, c'est genre une organisation, mais tu sais, il dit c'est la même chose, puis tu sais, à un moment donné, elle saute sur un pont, c'est la même affaire, puis il dit c'est comme une Indiana Jones mais féminin, genre. C'est comme à Star is Born, là, si tu verrais le nombre de films qui s'est inspiré de ce film-là. Je pense que c'était comme 14 films au total. En plus qu'il y a déjà eu 4 remakes, c'est... Mais ouais, mais bref, je laisse la chance au coureur parce que Tomb Raider c'est une franchise que j'aime beaucoup. Et à mon sens, la version d'Angelina Jolie ne rendait pas justice à l'univers de Tomb Raider. C'était une paire de totons là-dedans, c'est plate à dire. Non mais c'est vrai, là. Non. Il y a des plans qu'on faisait des plans sur ses seins ou qu'on a montré de côté dénudé. Là, Il était habillé tout le temps moulant, là, il était tout le temps habillé moulant. Ouais, c'est ça. Puis je me rappelle le créateur, lui, il avait jamais approuvé ça. Hein. Ah non? Non, il y a eu des pubs avec elle, puis tout ça, puis c'était pas... Lui, dans sa tête, c'était pas une paire de totons, là, tu sais. En tout cas. Bref, c'était ma nouvelle, je te laisse continuer. Ben, on a eu l'officialisation Shazam va avoir une suite. Sans surprise. Sans trop de surprise. Je reviendrai des raisons que je trouve ça quand même un peu douteux comme choix, je reviendrai tout à l'heure. Mais Shazam 2 va revenir. Zachary Levine a confirmé qu'il serait de retour aussi. À lui, j'ai su dans une entrevue qu'il était sur le chômage avant ce film. Ah ouais? Puis ça a été comme... c'est arrivé comme un miracle là, qu'il ait eu ce rôle-là. Là. Il est vraiment content. Il l'exprimait là, dans l'entrevue, puis je le trouvais vraiment drôle. Et ce qui me fait mettre en parallèle, c'est qu'on le sait qu'il y a un film avec The Rock qui s'appelle Black Adam, qui est censé venir, qui est le méchant principal de Shazam. Oui. Ce personnage-là va enfin avoir droit à son film parce que, en fait, ce que The Rock expliquait dans une vidéo, c'est qu'il attendait de voir si le film serait un succès de Shazam, puis par la suite, il lancerait la boîte pour un Black Adam. Fait que Black Adam va avoir son propre film en 2020. Shazam devrait avoir aussi son film en 2021, j'avais lu, ou 2022 même. Et les deux personnages, en fond, vont avoir un origin movie, puis après ça, un crossover, mais sans... Ben, il va être le méchant de la suite. C'est ça, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que, on verra bien, mais je sais pas comment ils vont faire pour faire un film sur Black Adam, ce qui est un méchant. Mais il faut... En tout cas, il y a Joker qui s'en vient, dans le fond, peut-être lui va... Mais l'histoire est assez complexe de Black Adam, c'est assez intéressant, puis il y a un côté un peu anti-héros aussi par les bords. Parce que à travers les histoires, son personnage, oui, il est un méchant à la base, mais il y a un code moral, un peu comme Lex Luthor, qui est le méchant de Superman. Oui, il est méchant, mais lui, il protège la Terre, donc il attaquera jamais la Terre, tu sais. Ouais. C'est un peu le même principe pour Black Adam, il protège son peuple, il protège ce qui lui appartient. C'est un méchant, mais en même temps, il est complexe. C'est pour ça qu'il mérite un film à lui tout seul. Je suis curieux de voir De toute façon, on va aller le voir. C'est sûr. Faites ça pour vous autres. Je continue l'univers de DC. Ouais. Une nouvelle que tu m'as fait découvrir que j'avais pas vu passer. Je suis vraiment content. Surpris. Moi aussi, écoute, je suis déçu par moi-même de ne pas l'avoir vu. Je suis hyper content de cette nouvelle-là. Je suis surpris et très content. Je le sens dans ta voix pour vrai. Vraiment sincère. Je cours partout. Ils ont annoncé, il y a eu plusieurs annonces de casting pour la saison 2 de Titan, qui est la première exclusivité de la chaîne DC Universe, qui est un compétiteur à Netflix. Il y a toute autre chaîne existante. Et ils ont annoncé plusieurs personnages de l'univers de DC, entre autres l'acteur qui a joué Deathstroke et ceux qui a joué ses enfants. Et là, ils ont annoncé un autre gros morceau. L'acteur qui a joué Bruce Wayne, alias Batman, spoiler alert, dans... On est sur une île déserte, si vous ne le saviez pas. Ouais. Qui, dans le fond, va être présent dans la saison 2, assez important, parce que dans la saison 1, le personnage principal était Dick Grayson, qui était... le premier Robin de Batman, donc le premier sidekick, et qui, dans la première série, essaie de se détacher de Batman et d'être indépendant. Et il y a plusieurs références à Batman à travers la série, mais on le voyait jamais vraiment, on le voyait de dos, de loin, on entendait sa voix, on voyait plus Alfred que lui. On voyait jamais vraiment l'acteur, on voyait des ombres. Et là, c'est confirmé pour la saison 2, il va être présent, c'est un personnage important de la série. Il va être joué par Ian Glenn. Ce nom peut-être vous parle, c'est un des acteurs principaux de Game of Thrones. C'est lui qui fait, qui fait un des bras droits de Daenerys. Il est assez âgé d'ailleurs comme acteur. Mais à mon sens, il fait Jorad Mormont, son personnage. Et à mon sens, c'est un de mes personnages préférés de Game of Thrones ever. Il est tellement bon dans la série.
Et je suis vraiment content qu'il ait choisi. Il est quand même assez âgé, donc je suis curieux de voir le résultat, parce que je pense qu'il est dans la soixantaine. là. Ça va être un Batman vieillissant, forcément. Là. Forcément. Mais je suis vraiment curieux de voir le résultat. Mais il y a la prestance, il y a la voix, tout ça pour le faire. J'imagine qu'il va se remettre un peu plus en forme. Il est quand même en forme comme acteur, mais tu sais, il est pas super musclé dans Game of Thrones. Il fait quand même un guerrier pis tout. Mais tu sais, c'est pas le plus cut. Là. Il est pas comme l'acteur qui fait Aquaman qui faisait Dral Kogo dans Game of Thrones. Tu voyais torse nu, puis c'est comme 3 gars de large. Là. Ah, le Jason Statham, pas Jason Statham, Jason Momoa, il est énorme de base. Là. Il est genre 6 pieds cucs, là. Ah, c'est un monstre, ça. Puis, bref, c'est ça, je suis très content de cette nouvelle-là, j'ai hâte de voir la saison 2. D'ailleurs, petit aparté, la saison 1 de Doom Patrol elle était excellente. Vraiment, elle fait une belle, elle exploite bien l'univers de DC. Et vraiment, c'est des personnages très attachants et très uniques. J'ai jamais vu ça une série de Spyro. C'est vraiment hors norme comme univers. Les personnages sont uniques à leur façon et j'adore beaucoup, juste le mentionner, parce que c'est un acteur qui a un peu disparu du cinéma, qui revient entre autres grâce à ça. Brendan Fraser. Brendan Fraser, là-dedans, là, il se donne à fond, là, c'est fou. Là. Il y a du fun. Ah, il y a du fun, il s'amuse. Je trouvais au début qu'il paraissait un peu moins bien physiquement, mais finalement non, il y a encore de la présence, il pue cote, mais il paraît bien pareil, une bonne prestance. Il a une gueule, ce gars-là. Il a une bonne gueule, tu sais, puis tu le regardes, puis ouais, tu l'écoutes, puis tout. Ah, je m'ennuie de lui, moi. Je suis content de le revoir, cet acteur-là, parce que je l'avais beaucoup aimé dans le temps, il a fait beaucoup de bons films, et là, de le revoir comme ça, il s'amuse, tu le sens. Je laisse le mentionner, allez découvrir ça, Doom Patrol. Donc je laisse avec la nouvelle. Ouais, ben en fait, c'est la plus grosse nouvelle. On se le gardait pour la fin parce que c'est Ouais. comme le nanan du nanan. Je savais même pas que Disney s'en venait avec ça. J'ai finalement écouté en conférence. Disney ont tout annoncé pour le Disney+. On va commencer vraiment par la base. D'un, la plateforme sera disponible cette année, c'est officiel. On parle aux États-Unis, ça serait en novembre 2012, le 12 novembre cette année. Ah, écoutez de ma fête. Oui, le tarif US et européen est de 6,99 par mois. Il faut s'attendre ici à peu près à 10$ par mois. La seule information qui n'est pas encore claire, c'est est-ce que ça sort cette année au Canada, c'est pas encore sûr, mais il y a des très fortes chances. Parce que ils vont sortir la plateforme de pays en pays en fait. Comme en France, ils vont juste l'avoir l'année prochaine. À titre d'exemple, nous autres, on peut s'attendre de l'avoir probablement en même temps que les États-Unis ou quelques mois ou de semaines de distance. D'intervalle, ouais. Il y a beaucoup de choses à dire en fait. D'un, pour le prix, c'est très compétitif. Là. On vient à côté Netflix. Netflix, c'est quasiment 16$. Je fais une petite parenthèse, ils ont annoncé qu'il existait un abonnement gratuit à leur plateforme. C'est pour concurrencer entre autres les autres plateformes parce que je pense que c'est Hulu qui l'offrait à la base. T'as pas accès à tout le contenu, t'as accès à un certain nombre de contenus pour gratuit. Donc c'est une manière aussi de concurrencer. Ils veulent vraiment aller chercher. Ils veulent vraiment gratter le marché, prendre la place du marché. Là. Oui. Une autre affaire, c'est que maintenant, les films de Disney, quand ils vont sortir au cinéma, après 2 mois environ, on va les avoir déjà sur la plateforme de Disney. Ce qui est extrêmement rapide, je sais pas si vous savez, là, en haute qualité. D'un, on a beaucoup de films et de séries qui ont été annoncés. On sait que les 30 saisons des Simpsons vont être sur la plateforme Day One. Toutes les Marvel vont être sur la plateforme Day One. Captain Marvel va être là à la sortie. Avengers aussi. Qu'est-ce qu'il faut... Family Guy. Family Guy, non, ça va rester sur Hulu. On parle parce que c'est plus trash. Là. Ouais. Il y aura beaucoup de films de la Fox qui vont être dessus. Ils ont dit que tout le catalogue des films Disney devrait être dessus. Ouais, depuis 1940. Fait qu'on parle des vieux films d'animation plus récents. Pixar vont lancer une mini-série sur des personnages de Monster Inc. Ouais. Marvel, on a eu le droit au premier logo de Falcon et de Winter Soldiers. On va avoir une série sur Hawkeye. On va avoir une série sur Lucky. Puis une qui s'appelle Provision et Scarlet Witch qui va s'appeler WandaVision ou Vision Wanda. Ouais. Fait que I guess que Vision ne meurt pas après Avengers. Je suis ça de même. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre aussi? Une série de Star Wars, le Mandalorian. Ouais, qui va sortir. Il y a 2 séries qui ont été annoncées de Star Wars à part celle-là. Ouais. Sur les personnages de Rogue One, puis une sur... C'est Paul Cameron, je pense. Ouais. Qui était un des personnages centraux de Rogue One. Qui va avoir le droit à une série spin-off qui va se passer avant le film Rogue One. Ouais. Et il y a d'ailleurs le robot qu'on voit dans Rogue One. Wow, ça progresse. L'acteur qui le fait, qui joue d'ailleurs dans Doom Patrol, qui fait le méchant Doom Patrol, revient dans ce rôle-là et qui va refaire le robot. Ouais. Donc c'est vraiment le souci du détail, j'aime ça. Ouais, puis on parle d'un catalogue de 500 films et séries Day One. Ouais, c'est énorme, là. Disney vient vraiment Écoute, marcher. je parlais de ça avec du monde sur la passion du cinéma, puis il y en a qui me croyaient pas que Disney a fait un catalogue assez varié. Oh, il y a je pense que tu comprends pas, là. Fox n'a pas été acheté par hasard, là. Non. C'est pas juste pour les droits de Marvel pour nous faire plaisir qu'ils ont fait ça, là.
il y avait Avatar là-dedans, là. Je me rappelle, là. Puis tous les films, dont Die Hard, tout ça, puis on parle... Alien, Predator. Tout ça, puis on parle des adaptations en série. C'est énorme, là, comme marché. Moi, je suis abonné Day One, là. Je me pose même pas la question. J'ai excessivement hâte, là. Ah, moi aussi. Parce que la série Star Wars, je pense qu'elle va être prête en plus au lancement de la plateforme, là. Fait que c'est énorme, là. Fait que... Est-ce qu'il y aurait d'autres à rajouter? Je pense qu'on a fait le tour, mais C'est sûr, il y aura d'autres nouvelles, mais c'est le gros du gros, là. C'est pas on a skippé d'autres petits détails, mais c'est pas mal tout ce qui a rapport avec... la plateforme, là. La plateforme, mais il y en a aussi beaucoup de choses. Ouais. Sur toutes leurs licences, à peu près, ou presque. Ça va être big, là, ça. C'est vraiment... c'est un Netflix killer, là. Il y a des chances, il y a des chances. Parce que, hey, à 10$ par mois, je sais pas si tu sais, mais c'est vraiment pas cher, là. Tu le vois même pas passer, hein. Non, c'est pas cher, effectivement. C'est vraiment pas cher. Puis écoute, tu manques à Marvel, tu l'as 2 mois plus tard. C'est fou. Bref, c'était tout pour mes nouvelles cette semaine, Mathieu. Moi, je suis prêt à aller dans la zone box-office. Allons dans la zone box-office sans plus attendre. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max. Allons du côté box-office, et donc nos prédictions datent de 2 semaines, on va quand même les mentionner, et Ouais. on va parler après des nouveautés, alors je te laisse y aller. Je vais commencer par le moins gros du week-end, en fait. C'est Pet Sematary qui est sorti. En fait, on avait quand même évalué peut-être un peu trop haut. Je sais pas pourquoi j'ai donné ça comme chiffre, j'étais un peu surpris, je pensais que j'avais donné moins que ça. Moi j'avais prédit quand même un 54 millions à son premier week-end, toi Mathieu un 45. Mais je me rappelle, c'est à cause, entre autres, que c'est un livre de Stephen King qui est adapté, là. Ouais, puis les critiques étaient excessivement bonnes, mais le film est très droppé rendu à sa sortie, vraiment, vraiment. Là. On parle de 70%. Là. Puis Hugo avait prédit 37 millions. Hugo, t'es là? Bon, ben je vais prendre son prix, alors je... Ouais, en fait, le film a rapporté 24 millions son premier week-end, ce qui est bien pareil pour un film d'horreur. Je pense que mondialement, actuellement, il est rendu à 70 millions. C'est qui est bien, c'est pas énorme, mais le film est rentable. Je pense que le film a coûté quelque chose comme 20 millions, là, même pas là. Fait que Ouais, ces films-là, ça coûte jamais cher. non, c'est ça, c'est pas des films qui coûtent cher. Fait qu'on s'est planté toute la gang. Ouais, ben Hugo... Celle-là, je suis un peu surpris parce que je m'attendais quand même à un plus gros succès. Ben moi c'est l'autre qui me surprend. En fait, on va parler de Shazam. Shazam qui a eu des critiques excessivement très positives, mais vraiment là, au point de créer une hype. Mais pas une si grosse hype apparemment. Moi j'avais prédit 95 millions de dollars. On avait été comparé avec d'autres chiffres de d'autres films de DC. Ouais. C'est sûr que là on parle quand même de Wonder Woman et Aquaman qui avait quand même une certaine notoriété que Shazam ne connaît pas vraiment. Toi Mathieu, t'as même été plus fort que moi, t'as été 120 millions de dollars. Je peux être coupable. Puis Hugo 107 millions. Puis je m'avais trouvé généreux avec mon 95. Ben, le film a rapporté seulement 53 millions de dollars à son premier week-end. Actuellement, il est à 200... Juste 53 millions. Ouais, c'est vraiment... Il est à 260 millions mondialement. C'est pas... il fera... Je sais même pas s'il va faire 400 millions, là. Je suis vraiment surpris pour vrai, là. Je pensais que le film aurait marché plus que ça. C'est pour ça que quand tantôt je parlais du fait qu'il y avait une suite, j'étais surpris, là. Je m'attendais comme... Il n'y a pas de temps à marcher. Aquaman, ça a pris plus de temps. Mais les critiques sont hyper positives, là. Ouais, c'est sûr que c'est un film qui va gagner en temps, mais en tout cas, on reviendra sur la critique du film. Mais je suis relativement surpris du résultat actuel du film. Pour un film de super-héros. Bref. Ouais. Sinon, la semaine prochaine, en fin de semaine, ce qui sort, c'est The Curse of The Curse of La Llorona, qui est un film qui fait partie de l'univers de Conjuring. C'est un nouveau spin-off. Dans le fond, le film Conjuring Universe. a une bande-annonce quand même assez bien. On n'a pas vu les critiques encore, fait qu'on juge à peu près le film sans critique. On juge par la balance. Ouais, c'est ça. Hellboy, juste pour donner un petit exemple, je pense qu'Hellboy était rendu comme à 14 millions pour son premier week-end. C'est catastrophique. Les critiques l'ont tellement assassiné que... Il y a 9% sur Rotten On Tomatoes. était censé critiquer ça la semaine prochaine, puis... Oh, Et Max est plus sûr, là. non, c'est parce que dépenser 10$ pour un film qui en vaut Attends, pas... t'aimes ça qu'est-ce qu'il y a des films mauvais? Je te comprends pas. Ouais... J'ai pas pris de décision encore là. On va en reparler en nombre, c'est bon. Fait qu'on verra bien rendu là, mais bref, c'est ça, The Curse. Moi je pense que le film, vu que c'est dans l'univers de Conjuring, la nonne avait vraiment scoré fort, mais l'avantage que la nonne avait sur ce film-là, c'est que le film de Conjuring 2 mettait en place déjà le personnage. Fait qu'il y avait déjà comme un background. Là, on y va vraiment avec une méchante qu'on connaît pas. Puis, tu sais, il n'y a pas un gros casting non plus, à part la mère. Mais je pense quand même que les films d'horreur de Conjuring, si la critique est là, en tout cas, du moins, il y a je pense qu'il y a juste Annabelle 1 qui a des mauvaises critiques. Mais la nonne aussi a des critiques très moyennes. Là.
Mais je pense que le film pourrait rapporter 22 millions son premier week-end. Ça reste un film d'horreur pareil. Puis ça peut être intéressant. J'ai juste l'impression que ce film-là il est poussé pour dire hey, il fait partie de l'univers Conjuring. Toi Mathieu, tu y allais avec un... Je vois qu'il y a 15 millions, je pense que je vais commencer à me doser plus pour mes prédictions, je suis trop généreux. Shazam c'est une surprise, là, on va se le dire. Là. Mais je m'attendais quand même beaucoup plus proche de 100 millions que ça, là, mais si je donne 15 millions, c'est quand même dans le Conjuring Universe, donc c'est déjà attendu pour ça. Il y a une certaine hype autour de ce film-là. Donc jamais tous les films de cette franchise-là marchent, donc... il y a Annabelle 1 qui a beaucoup moins marché, puis Nun qui a marché, mais pas autant qu'elle aurait dû. Ah là, il y a ce en crise de Nun pour elle. Mais les critiques l'ont... Ouais, mais au box-office, il y a vraiment... Ça, je pense, des plus rentables, c'est pas le plus rentable. je parlais plus des critiques, là, mais... ouais, effectivement, t'as raison. parce que jamais les critiques sont quand même annonciateurs de quelque chose, il y a des contre-exemples, là, mais reste que, bref, je donne 15 millions, je pense que c'est quand même représentatif du résultat. C'est déjà tout pour Box Office. Ouais, on revient là-dessus la semaine prochaine. Fait qu'on s'en va dans la zone non-spoiler, et je le rappelle, on critique le film Shazam. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors on est de retour dans la zone non-spoiler, et cette semaine on critique le film Shazam, qui a un seul titre, et il n'y a pas de traduction en français, c'est Shazam, tout simplement. Oh Je sais non! que tu es triste. Ah, t'es obligé de dire le nom original. Je faisais Captain Marvel juste pour une... Ça me dérange moins parce que c'est obligé de le dire en anglais. Ouais. Donc, c'est réalisé par David F. Sandberg, qui a réalisé Light Out et Annabelle Création, ce qu'on parlait tantôt. Le film que j'ai vu. Lights Out, je l'avais vu au cinéparc. C'était le film avec le concept que quand il fermait la lumière, il y avait une créature qui sautait dessus. Dès qu'il le réanimait, il était plus là. Ah, je l'ai pas vu ça. Côté mise en scène, c'était super impressionnant. Côté histoire, c'était un peu ordinaire, mais c'était correct comme film. Puis Annabelle Creation, c'est le bon Annabelle. Ah, le deuxième, là. C'est le deuxième qui est très bon. Ah, je l'avais bien aimé, le deuxième. Ouais, fait que c'est lui qui s'en a occupé. Ah, c'est quand même surprenant qu'il fasse Shazam, mais il fait Shazam. Et bien. Mais c'est comme lui qui réalise Aquaman, il a fait un film de... C'est lui qui fait Pet Cemetery. Ouais, je trouve ça spécial que DC va chercher des réalisateurs de films d'horreur, mais écoute, tant mieux. Ouais, c'est cool. Côté casting, on a Hatcher Angel qui fait Billy Burston. Jeune. Et on a Zachary Levi, ouais, qui fait Shazam. Alias Chuck. Alias Chuck dans la série Chuck, qui a beaucoup évolué depuis. On a Mark Strong, qui joue Dr. Tadus Sivana, ou Dr. Sivana tout simplement. On a Jack Dylan Grazer, qui joue Freddie Freeman. Qui est le petit jeune, là, dans le fond. Qui est le meilleur ami du personnage principal. Ouais. Et là, ça va être un autre challenge. Jimoon Unsu, qui joue Shazam, ouais. Qui est le grand prêtre Shazam, et que pour anecdote, c'est son 3e film de Spyro cette année. Ouais, je sais. Tu sais dans les autres, c'est quoi? Il a joué dans Captain Marvel aussi, oui. Ironiquement, puis l'autre... Aquaman. Ah oui, il joue dans Aquaman? Il joue un des... il par CGI, il te nomme poisson. Ah ça, ouais. Il fait un roi homme poisson dans Aquaman. Ouais, écoute, il a une petite tâche. Il joue dans Guardians of the Galaxy aussi. Là. Ouais, ben il fait le même personnage qui est dans Captain Marvel. C'est le même... Il joue-tu dans Avengers? Je pense pas, hein? Non, il me semble que non. Ok. Non, mais ça, il fait beaucoup de rôles en ce moment. C'est un acteur que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, c'est produit par DC Film évidemment. C'est distribué par Warner Bros. Parce que c'est eux qui ont le contrat avec DC pour tout ce qui est... Ça leur appartient pas DC? J'imagine... Non, il me semble que non, ils sont indépendants. Il me semble que c'est à eux. En tout cas, ça se peut. C'est des fois des projets DC qui sortent qui sont pas sur Warner Bros. Là, mais... des fois ils n'ont pas le logo Warner Bros. Parce qu'on reviendra là. Ça se peut, là. C'est pas grave. Quoique c'est vrai que toutes les séries Arrowverse ont le logo Warner Bros dessus. C'est vrai, je me suis même posé la question, faudrait que je vérifie. Peux-tu aller voir en attendant? Ah, vas-y, vérifie, ça va être... côté critique, Metacritic a donné 71% d'avis positifs. Public est à 80%, ce qui est très bien. Rotten Tomato beaucoup plus généreux, à 90% d'avis positifs critiques. Professionnel et public est à 88%, donc c'est vraiment bien reçu comme film. C'est vraiment très apprécié. Je suis pas tant surpris, même si c'est un film qui sort un peu de l'ombre. Ça appartient à Warner. Ah, merci de l'information. Ça prend son sens. Voyons, ce que je voulais dire. Oui, c'est ça, donc je suis content de ces notes-là. Ça va un peu dans le même jeu qu'Aquaman a eu il y a quelques mois maintenant. Il y avait un bon accueil. Bref, je suis content pour cet accueil-là. Je t'essaie avec le box-office. Ouais, ben on parle d'un budget de 100 millions de dollars, ce qui est pas tant énorme pour un film de Spyro. Écoute, un Avengers, ça coûte 250 millions. Là. Mais tu sais, c'est pas le même calibre, c'est pas le même, les mêmes enjeux. Là. On parle d'un box-office, comme je disais tout à l'heure, de 260 millions de dollars. D'après moi, s'il atteint 400 millions, ça serait quasiment de la chance.
C'est pas tant pour un film de DC, surtout qu'Aquaman a cartonné, si je peux dire. Mais le film est rentable pareil. Je veux dire, Ouais. il l'a remboursé, il a quasiment 3 fois son budget, fait qu'il l'a quand même remboursé. Là. C'est quand même une bonne chose, effectivement. Effectivement. Je vais mettre l'histoire en contexte. Dans le fond, on suit le personnage de Shazam, qui est un super-héros d'univers de DC. Et dans le fond, l'histoire commence qu'on suit Billy Batson, qui est un orphelin, qui, très jeune, il a perdu sa mère dans une foire, et il se retrouve orphelin, et là, depuis, il va de maison, de famille d'accueil, et du jour au lendemain, eh bien, il va croiser le sorcier Shazam, qui va le choisir comme protecteur de la Terre et gardien de la magie. Et en parallèle, on va suivre aussi Mark Strong, qui, même chose, quand il était jeune, avait été appelé par le sorcier Shazam pour être le nouveau Shazam. Et finalement, à la dernière seconde, il a changé d'avis. Il l'a ramené dans son monde. Et ça a profondément marqué le personnage de Mark Strong, qui est le docteur Sivana. Et que lui aussi, en parallèle, va être en une quête opposée à Shazam pour lui retrouver ce sorcier-là, pour avoir ces pouvoirs-là qui convoitent depuis toujours. Et donc on suit comme un peu les deux histoires en parallèle. Petite parenthèse aussi, on l'a pas le mot casting, mais le père de Max Stone, c'est lui qui faisait le père de Lex Luthor dans Smallville. Ouais, c'est un beau je pense que c'est un clin d'œil là. J'imagine, là, j'ai trouvé ça drôle comme lien à faire, mais j'ai vraiment apprécié. Donc bref, c'est ça, on suit le personnage de Shazam qui a la particularité dans le fond, c'est un enfant que quand il dit le mot Shazam, eh bien il devient un super-héros adulte avec des super pouvoirs similaires à ceux de Superman. Et il est vêtu de rouge avec une cape blanche et il y a un éclair jaune sur le torse. Donc il y a un bon casting, très, hein. Ouais, il y a un bon casting, c'est très humoristique comme film. Ouais, c'est très léger, c'est le plus léger de tous les DC. Ouais, c'est le plus léger de tous les DC. Donc on va rentrer dans notre critique générale du film, je te laisse y aller. Ouais, ben écoute, j'avais hâte parce que les critiques m'avaient quand même hypé, mais j'essaie de pas trop... parce que je me rappelle Black Panther, j'étais trop hype, puis finalement j'étais un peu déçu. Fait que j'étais quand même modéré en rentrant là, puis je me savais que c'était un DC, là, tu sais, souvent les DC c'est soit chaud ou froid, là. Je te dirais, je vais être honnête avec toi, la première heure, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai vraiment eu du fun. Je trouve que c'est cool de voir un jeune devenir un super-héros, puis tu le vois qu'il fait des affaires que même moi je ferais en tant que jeune si je devenais un super-héros. Ça, à ce niveau-là. Puis je trouve vraiment que la réalisation du début est intéressante. Il y a vraiment, je trouve qu'il y a une progression vraiment intéressante. Par exemple, quand le film décide de devenir plus héroïque, il décide de devenir un film de super-héros, Ouais. tout se perd. C'est le méchant, c'est que je pense que même dans le comic, c'est un méchant cliché, là, on va se le cachera pas. J'aime beaucoup Mark Strong, je pense qu'il fait vraiment un bon travail, puis je pense que lui aussi il a du fun à faire ça, mais le film s'emballe beaucoup trop. Il s'étire, le film aurait mérité de se faire enlever au moins une demi-heure, parce qu'il est quoi, 2h15 le film à peu près, Ouais. il est vraiment trop long. À la fin, je regardais mon sel souvent, j'ai eu plus ou moins... En fait, tu ris plus à un moment donné. Les gags tombent à l'eau. Je trouve que même que le personnage de Saddam devient moins intéressant encore plus à ce qui arrive à la fin. On reviendra dans son spoiler. Pour moi, c'est un film en demi-déception. J'aurais vraiment aimé ça plus que ça. Puis je me rappelle, la première heure, j'ai vraiment été saisi. Mais par après, là, j'étais plus capable. J'étais comme, voyons donc. J'ai eu la même super-héros fatigue que j'avais eu avec Wonder Woman puis Batman v Superman. À la fin, j'étais plus capable. Pour moi, Shazam manque son coup. Ok, Toi, je sens que ben, c'est pas... je vous ai... Attends, juste faire une petite parenthèse, j'ai oublié de Ouais, vas-y. une anecdote que je voulais de mentionner. Mark Strong, c'est sa deuxième fois qu'il joue dans un film de DC. Ouais, je sais c'est quoi le premier là. Il a déjà été un méchant dans l'univers de DC il y a bien longtemps de cela, dans une époque lointaine, quand DC tentait pour la première fois de créer son univers. Un grand classique. Là. Un grand classique qui fait... D'ailleurs, notre référence est derrière de nous, là vous voyez pas, mais c'est un fond vert, donc vert... Vous allez voir l'affiche ici. Ah! C'est obligé. C'est le film Green Lantern qui était censé lancer l'univers des DC à l'époque, avec Ryan Reynolds dans le rôle titre. Et son mentor était joué par Max Stone qui faisait Sinestro. Et il y avait une scène post-générique qui montrait Sinestro qui mettait la bague jaune de la paille et devenait le nouveau méchant de l'univers de Green Lantern que j'ai jamais eu de suite finalement. Il prévoyait faire une trilogie à la base. C'est totalement pas bon que... Le pire c'est qu'il y avait des bonnes idées mais le scénario Il sacrément. n'y en avait pas, c'est ça pour moi. C'est ça, ouais. Mais bref, c'est ça deuxième fois qu'il fait un méchant de DC. Pour que je rentre dans ma critique, j'ai quand même aimé ça comme film. Je m'attendais pas à grand chose en soi parce que c'est Shazam. C'est un héros qui est pas évident à mettre en film. Pour ceux qui ont vu le film, vous allez comprendre.
C'est un héros particulier que j'aime bien. Il est peu connu, puis j'aime ça en parler de ce héros-là parce qu'il est très intéressant pareil. Oh, Il se démarque amplement des autres. Comme anecdote aussi, à la base c'est pas un héros de DC, il a été racheté par DC parce qu'ils ont poursuivi la compagnie qui le faisait, disant qu'il ressemblait trop à Superman. Ce qui est pas loin d'être faux. D'être vrai, je veux dire. Ouais, c'est ça, c'est un peu triste mais en même temps... Clairement. Voilà. Mais bref, j'ai apprécié le film, j'ai trouvé que Zachary Levi faisait un excellent Shazam. Au début, j'étais vraiment pas sûr de son choix d'acteur pour lui, parce que je le voyais juste en Chuck. Tu m'as fait découvrir Chuck d'ailleurs quand il avait annoncé le projet Shazam. J'avais écouté Chuck justement à cause de ça. Et j'avais beaucoup aimé l'acteur dans Chuck. Mais tu sais, il était super mince, il faisait le nerd pis tout. Pis là, ils l'ont travaillé. Là. Il est bof. Là. Mais j'ai bien aimé sa performance. J'ai bien aimé aussi Mark Strong. Oui, il fait un méchant qui fait un méchant très... Caractéral. Voilà, merci. Tu comprends ce que je... Il est très très stéréotypé comme méchant, voilà. Il fait le docteur Sivana, qui est un des méchants principaux de Shazam, qui est un scientifique qui cherche juste à avoir les pouvoirs de la magie. Et là-dedans, il est bon. Mark Strong a une prestance, peu importe les rôles qu'il fait. C'est l'acteur que je trouve vraiment impressionnant pour ça. Peu importe le rôle qu'il fait, il a tout le temps une prestance. Je sais pas si c'est parce qu'il est britannique. Il a une face de méchant. Ouais, tu le regardes, puis tu sais, dans son regard, là, puis il te parle, puis t'es comme... Tu l'écoutes. Quand il parle, tu l'écoutes. Puis ça, j'aime ça. Je me rappelle quand il faisait le méchant dans Sherlock Holmes. C'est dans le premier, je crois, que c'est lui qui faisait le méchant dans le premier Sherlock Holmes, avec Robert Downey Jr. Puis quand à chaque fois qu'il parlait, tu l'écoutais. Là. Moi, j'étais absorbé dans ses paroles, là, puis il faisait des speeches, puis je trouve tellement qu'il y a une présence là-dedans. C'est un peu ça qu'il a cherché, mais tu sais, c'est survolé. Je dirais par contre, tout le côté flashback de sa vie, c'est pas super pertinent, super intéressant. J'ai aimé la référence, comme j'ai dit, au père de Lex Luthor, qui reprend ici un autre rôle, qui fait le père de Dr. Sivana, donc il fait le père de deux méchants de l'univers de DC. Je trouve ça assez drôle. Mais sinon, j'ai trouvé un peu son enjeu un peu mou. Mince, ouais. Mince. Mais sinon, ça fait quand même un méchant intéressant, il y a quand même une bonne interaction avec Shazam. Le film, il y a un drôle de ton aussi, parfois. Ouais, ben, on verra un peu plus le côté critique. Mais tu sais ce que je veux dire, dans le sens de la scène du bureau, on va dire ça de même. Oui, ouais. Le ton change complètement, et on dirait que le film cherche son intérêt, là. En réalisant que c'est un réalisateur de films d'horreur, c'est là que tu comprends un peu mieux ce genre de scène-là. Il n'hésite pas à pousser la violence à un certain niveau, Ouais. mais il se retient à certains moments, mais là il s'est relâché, ce qui est assez impressionnant. J'ai bien aimé aussi l'acteur qui fait Freddy, Dylan Grazer. Ouais, je l'aimais beaucoup. Je l'avais beaucoup aimé dans Hit, fait que même là-dedans... Il est vraiment très bon, c'est un acteur à surveiller, il est excellent là-dedans. Je dirais par contre pour l'acteur qui fait Shazam, le sorcier, Jimon Unsu, autant je le trouvais cool dans Captain Marvel puis Guardians of the Galaxy, Son costume est épouvantable. dans ce film-là, on dirait qu'ils l'ont pogné. T'as-tu 2 minutes? Ouais, viens ici, mets ça là. Viens ici, mets ça. Embarque sur le stage, lis-moi ces 2 lignes-là, s'il te plaît. Ok, merci. Tu peux y aller. J'ai trouvé ça ressemblait un peu à ça. Il y a des bons gags, par exemple, là, par rapport au bâton. Là. Ouais, il y a des le jeune a vraiment des réactions que moi j'aurais eu jeune. Il y a des bonnes réactions, des bonnes interactions, mais en tant que tel, son look me dérangeait un peu. Quand même pas mal. L'acteur en tant que tel, c'est pas qu'il est mauvais, mais je sais pas s'il était poussé dans le planning à cause de Captain Marvel puis Aquaman, mais tu sentais qu'il était pas tellement à fond dans ce rôle-là. Ce qui est surprenant parce qu'ils l'ont choisi à la minute. C'était un autre acteur à la base qui était censé le faire. Ils l'ont remplacé par lui. Et ça ne dérange pas que c'est un acteur noir qui le fait. C'est pas ça le problème, c'est juste la façon que c'est dirigé. Je sais pas tant... Ouais, puis le décor au qui est ce personnage-là, justement, de l'original Shazam, ça sonne tellement studio. En même temps, fait que ça montre un côté plus mystique, plus magique. Donc ouais, mais tu sens que c'est du carton qu'il y a en arrière. Ça m'a gossé. Il y a comme plein d'affaires là-dessus. Puis ouais. Je trouve que le film, tu sais, il veut aller dans la couleur, mais il l'assume jamais totalement. Le personnage prend vraiment des décisions que je trouve tu sais, j'ai pas l'impression qu'il évolue tant que ça. Puis je sais pas, il y a quelque chose dans le film qui m'a déplu, puis j'ai la misère à mettre le doigt dessus. On va travailler ça dans la zone spoiler, après j'ai fini ma critique générale. Ouais, mais c'est un petit aparté. Mais là. ça dans l'ensemble, j'ai quand même beaucoup apprécié ça. La dernière scène du film m'a quand même un peu dérangé, on reviendra dans ce côté spoiler. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, il y a deux scènes pas génériques, ce qui est très rare. Inutile. Qui sont assez rares dans l'univers de DC d'ailleurs. Même si on commençait à en mettre depuis Justice League, c'est quelque chose qui est assez rare, donc je voulais le mentionner. Mais dans l'ensemble, c'est quand même bien, l'humour est bonne. Les acteurs sont très bien choisis, le casting est très bon. Le film souffre de quelques longueurs, comme tu as mentionné. Ouais, qui dérange à certains moments. Effectivement, moi j'aurais peut-être enlevé un 20 minutes du film. En plein milieu du film, j'aurais comme retiré un 20 minutes. Retravailler un peu les flashbacks. Mais sinon, dans l'ensemble, ça se prend bien. J'ai aimé la façon qu'il découvre ses pouvoirs. La façon qu'il s'est utilisé, c'est con à dire, mais la façon qu'il apprend à voler.
J'ai trouvé ça vraiment bien fait, contrairement à, mettons, Man of Steel, où il apprend à voler, genre, il saute, on est paf, il se met à voler. C'est quand même bien fait, là. Dans Man of Steel, c'est bien fait. C'est pas les effets spéciaux. Là. C'est pas les effets spéciaux le problème, c'est la façon qu'il comprend comment il peut voler. Ici, c'est montré dans une situation de stress, si je peux dire. C'est juste, il est poussé dans le vide, je pense, un truc comme ça. Puis il fait comme, faut que je vole, puis il est juste avant de tomber au sol, il est comme arrêté dans le vide. Puis il est comme dans les airs, puis il catch qu'il peut voler, mais au début, il sait pas comment voler, c'est juste qu'il est capable. Puis il apprend à voler après. J'ai bien aimé l'évolution de ses pouvoirs là-dedans, je trouvais que c'est une belle... C'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans les films de super-héros, c'est la façon qu'ils découvrent leurs pouvoirs, puis la façon de les utiliser. Ça me rappelait en quelque sorte un peu la série Smallville, où que, à travers les saisons, Clark Kent découvrait ses pouvoirs et apprenait à les utiliser. Donc ici c'est d'une façon accélérée, mais j'ai aimé ça un peu aussi ce côté-là, même si ça prenait un peu de temps à certains moments dans le film. Puis ça a permis de faire un gag entre autres à la fin. On reviendra là-dessus, mais bref, en règle générale, j'ai quand même bien apprécié le film, c'est un bon divertissement. C'est pas le meilleur film de DC, ça c'est sûr, mais ça reste que c'est dans une bonne voie, je trouve, de DC. On voit qu'ils vont dans une nouvelle direction, qu'ils veulent atteindre un public plus accessible. Puis ce film-là, c'est spécial à dire, mais c'est pas mal le seul film de super-héros des dernières années qui est pour vraiment tout le monde, littéralement. Là. Ouais. Parce que, je veux dire, c'est un film quasi familial. C'est une comédie. À part certaines scènes bizarrement qui brisent le ton, mais... Ouais, ça, j'imagine que ça cause la touche du réalisateur, là, mais dans l'ensemble, c'est ça, c'est très divertissant, c'est vraiment bien. Voilà, donc on va parler plus du côté spoiler, donc on va aller sans plus attendre, on va aller du côté spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. On est du côté spoiler, et là on va parler en détail du film, et j'ai vraiment hâte d'en parler. C'est quelque chose que j'ai hâte de parler dessus avec toi. Je suis content de voir, content et intrigué de voir ton opinion sur le film. Ouais, ça me fait de la peine de pas tant triper. Ben c'est une question de public aussi, ça peut pas plaire à tout le monde. Là, ouais, mais j'aurais voulu T'es pas le seul que j'ai vu qui a une critique négative de ce film-là. Je comprends pas ce review. Je le comprends pas. Je veux dire, écoute, c'est loin d'être une marde le film, là, vraiment, là, il y a pire que ça. Là. Puis DC a fait pire. Là. Je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose dans ce film-là qui fonctionne pas. J'ai l'impression que... Puis pourtant, je trouve vraiment que le personnage de Billy Paxton, autant jeune que vieux, tu sais, quand la scène du dépanneur qui se mange des balles, puis qui découvre qu'il est bulletproof, je trouve ça super cool. Quand il découvre ses pouvoirs, c'est super intéressant, c'est vraiment drôle, c'est rythmé avec la tune de Queen en plus. T'as vraiment le goût d'en voir plus, on dirait que j'aurais pris plus de ça que plus de moments héroïques. Tu sais, à la limite, le personnage de Mark Strong, je me dis qu'il est là parce qu'il fallait un méchant, puis c'est correct, c'était juste pour justifier l'évolution du personnage. Mais c'est que ça tu sais, puis surtout quand tous les Shazam sont là. Ouais, ça c'est quelque chose que vraiment beaucoup surpris du film. Je m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais pas à ça pour un premier film de Shazam, je savais qu'il existait, je connaissais l'histoire de Shazam. Ben je m'en suis douté quand j'ai vu les 6 sièges dans une 7, parce qu'il manque la cadavre, je pense. Puis genre, je calculais que ses frères et sœurs, je disais ok, ils sont pas là pour rien. Et moi je savais parce que je connaissais le comic, mais c'est quelque chose qui est récent quand même dans le comic de Shazam. Puis je m'attendais pas qu'il mette ça dans un premier film, je pensais qu'il mettait la base pour Shazam, puis après dans un autre film il les rajoutait. Ça aurait été une meilleure prémisse pour un deuxième. Aussi. Mais il y en a qui pensent qu'il y en aura jamais. Il y en a qui pensaient qu'il n'y aurait pas de deux, genre que c'était comme la conclusion. Peut-être qu'on fait un film en pensant qu'il n'y avait pas avoir du site aussi, ça peut se comprendre. Mais bref, j'ai trouvé ça quand même intéressant qu'il le fasse parce que ça montrait la mythologie de DC. J'ai trouvé que le choix des acteurs justement pour jouer toutes les Shazam, c'était bien choisi là. Je les ai tous checkés, j'y connais la plupart. Ouais, il y a un gars de Riverdale, puis l'autre, comment il s'appelle Adrian Brody. Ouais, c'est ça, ouais. Qui était un acteur qu'on voit plus bien, mais qui a déjà eu sa hype là. Ouais, puis il y a l'actrice noire, j'ai pas son nom en tête, mais elle est très connue elle aussi. Je l'avais vu dans plusieurs projets. Puis je trouvais qu'ils caddaient toutes bien dans leur personnalité. Toi, tu t'as trippé quand High School Musical va avoir sa propre série? Je viens de penser à ça. J'ai peur pour ça d'ailleurs. Ah ouais? Parce qu'ils ont fait la même chose. Ils ont sorti une série de Disney sur l'école du rock. Ouais. Tu sais, l'excellent film avec Jack Black. J'ai vu avant l'annonce de la série et j'ai fait comme... C'était Disney qui avait fait ça? Il me semble que c'est Disney ou Nickelodeon ou... Bref, ok. Ça allait scraper ça, fait que là j'ai peur pour High School Musical qu'il fasse une série puis que ça le scrape. Là. Je pense pas que Zac Efron va revenir maintenant. Non mais ça va être un nouveau casting puis tout là. Ouais, c'est sûr. Bref, peut-être avec des caméos, mais bref, prenez au film, parce que là tu nous as dévié. Ouais.
Je voulais juste t'en parler, puis j'ai oublié. On va revenir au film en règle générale, on va passer au début puis on va avancer. Je pense qu'on peut commencer avec la base, c'est la fameuse scène qui a ses pouvoirs. Dans le fond, Billy Batson il prend le métro, c'est assez classique de l'univers de la BD. J'ai vu la scène venir de loin. Il se retrouve dans l'autre lieu que tu trouves qui est fait en carton. Ah ouais, définitivement. Il manque... Je sais pas, il y a quelque chose de fake là-dedans. Là. Mais c'est sûr que comment ça cadre tellement pas que le reste de l'univers qu'on voit qu'il y a de quoi qui cloche là. Je pense qu'ils en ont voulu trop en faire pour ce que c'était. Moi ça m'a pas tant dérangé à la base, mais je peux comprendre l'effet que ça fait. On parlait tantôt de l'aspect de Jimoon Unsu. La scène est assez courte, mais on le voit à 2 reprises, une fois avec le méchant, puis une fois avec Shazam, avec Billy Batson, puis il essaie d'avoir une prestance, d'avoir une autorité, mais tu le sens comme pas là. Ouais, ça fonctionne pas. Tu sais, il est comme non, tu mérites pas les pouvoirs votant, ou es-tu assez pur, puis prends ce bâton et nomme mon nom. Puis comme... Ouais, puis il y a un moment donné, il y a une affaire que je dévie là, mais ouais, le personnage de Shazam à un moment donné, il devient comme super comme égocentrique. Puis je trouve tellement que ça fit pas avec l'évolution du personnage au début. Tu sais, c'est à cause de lui que le crash de l'autobus arrive. Puis je sais que son ami il est là pour y remettre dans la face. Puis ah, je sais pas, man. Il y a quelque chose qui m'a fait débarquer de ce film-là, genre à moitié. Puis le caméo de Superman, là. Je l'ai gardé pour la fin, là, mais... Ah, écoute, on va en parler tout de suite, c'est épouvantable. C'est triste. Ben, tu sais, à la base, c'est qu'Henry Cavill le pouvait pas pour le tournage. Il a refusé de le faire. Il a refusé de le faire. Depuis ce temps-là, on sait même plus s'il fait Superman. Ben, DC avait annoncé qu'il n'y avait plus de projet de film de Superman jusqu'en 2022, fait que... 2023, je pense qu'il avait dit, là. Ouais, mais même dans le journal, quand on voit Superman, son visage est comme noirci. En tout cas, ouais, c'est assez triste parce qu'on voit Superman n'a pas de tête. Parce que c'est le caméo original, j'avais lu un truc là-dessus. C'est en principe t'es censé être un côté de l'autre, puis ils font le gag. Mais là il s'entête, puis il y en a qui voyaient ça un peu comme la fin du DCU. Dans le sens qu'on met un Superman pas de tête. On est rendu là, genre. À la limite, moi je sais pas, t'aurais pu aller chercher Aquaman ou Wonder Woman. Je suis sûr qu'Aquaman aurait voulu être là. Ça aurait été drôle. Ouais, peut-être que ça n'aurait pas marché avec son planning. Ouais. Ouais, c'est bizarre parce que même apparemment que Wonder Woman 84, genre c'est comme pas nécessairement un film qui est parti de l'univers du DC. C'est un soft reboot qu'on a appelé là. Pourtant le premier était excellent là, je veux dire. Ah, c'est fucké. Mais effectivement, c'est la dernière scène du film parce que, dans le fond, le meilleur ami de Billy Batson, il dit à tout le monde qu'il connaît Shazam, mais genre Shazam vient pas le prouver, fait qu'il se fait humilier. Puis à la fin du film, il arrive à la cafétéria, puis il arrive, il dit « Hey, salut tout le monde, c'est mon ami Freddy !» Ouais, pas Freddy, Jake. C'est lui qui connaît tous ses super-héros, c'est lui qui m'a fait devenir un super-héros. Puis je vous présente mon ami qui est venu avec moi, puis là on voit Superman. Ouais. Mais tu sais, dans le générique, en plus, tu vois comme Shazam qui se promène avec Batman, puis Superman, puis Wonder Woman. T'as l'impression que c'est comme le film qu'on n'aura jamais le droit, genre. Puis tout le long, il y a des références à tous les héros de DC. Ouais, il y en a vraiment beaucoup de références, je m'attendais à ça. Mais en même temps, on dirait qu'il s'intègre mal au film qu'on a eu avant. On a l'impression que c'est pas dans le même univers. Là. Parce qu'en même temps, ce personnage est tellement coloré puis différent, je le verrais mal rejoindre le Justice League qu'on a eu actuellement, genre. Ah, c'est sûr que ce serait bizarre, même si l'acteur a dit qu'il aimerait ça dans un film de Justice League. Ben oui, c'est sûr, ben oui, mais lui, je rappelle qu'il était sur le chômage avant le film, fait que lui, plus qu'il en fait, plus qu'il est heureux. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je suis content parce que je l'aime beaucoup, Zachary Levine, là. Mais Lévi, mais voyons, si tu m'as oublié ce que je voulais dire. Les 7 péchés capitaux, des autres comment? Ben tu sais, ça faisait partie d'un méchant assez classique là, je veux dire, ils ont chacun leur représentation, ils sont pas très évolués, mais c'est comme des monstres que Shazam doit vaincre. C'est ça quoi qui me faisait penser ces monstres-là, puis dans le temps c'était du stop motion, mais il me faisait beaucoup penser aux monstres de Ghostbusters 1 et 2. Ah ouais? Ben surtout le 2 là, genre les créatures comment elles sont faites là, genre j'avais l'impression d'avoir ce look là mais en CGI. Puis là, pour parler du ton là, justement, de la scène où que genre justement les 7 péchés capitaux viennent tuer tout le monde dans... C'est assez bizarre parce que ça brise un peu le... Je comprends le ben, fait on va mettre en contexte, dans le fond, Dr. Sivana, qui joue par Mark Strong, fait des recherches depuis des années pour trouver un moyen de retourner dans cette place-là pour avoir des pouvoirs. Et il est en train de faire une étude scientifique avec des gens à travers le monde qui ont vécu cette expérience-là. Ouais. Ça fait des centaines d'années que Shazam choisit du monde, mais il trouve personne. Et il va finalement trouver la solution, c'est genre une espèce de formule qu'il va écrire sur une porte. Il va se retrouver dedans, il va trouver devant le sorcier. Il va provoquer le sorcier, il va décider de prendre la boule qui était comme le test, il va l'absorber. En faisant ça, ben, ça fait une scène assez violente d'ailleurs, ça prend une scène violente du film, parce que ça transperce l'œil, ouais. Puis ça fait une cicatrice en face, et les 7 péchés capitaux vont rentrer dans son corps et lui donner des pouvoirs.
Et après il va partir de là. Et une de ses premières choses qu'il a décidé, c'est d'aller voir son père et son frère qui sont dirigeants d'une compagnie, une grosse compagnie. Parce qu'ils ont toujours ri de lui. Ils croyaient pas. Il arrive là. Et la scène est d'une brutalité. Ouais, vraiment, là. Je fais juste une mini parenthèse. La fille qui touche la porte, qui brûle, puis qui crève en criant, là, tabarnak. Puis ça fait pont à la scène, justement, où que les sept capitaux arrivent, puis tue vraiment tout le monde, là, genre... Puis t'as des scènes où t'as des mains qui glissent dans les vitres. Ça amène une belle scène parce que l'autre bord, le gars, il est comme, ok, je pense que je vais m'en aller. Moi, surtout au début, je me suis dit, il va aller voir son père, il va y péter la gueule, un truc du genre. Mais il y en a un qui se lève pour commencer à le dessiner, il le tue. Le gars, hein? Ah, mais son frère, il le pitch par la fenêtre. Là, Ouais, il pitch par la fenêtre, t'es comme, hein? Puis il dit les autres, puis il les tue, fait qu'il tue tout le monde, genre. Ah, ouais. Ah, t'es comme, ben voyons donc. C'est le professeur de où qui sort son cash? Ben, il vient d'une famille riche. Fait que Ah, fait qu'il est... Ah, ok, j'ai pas... Ah, c'est vrai, t'as raison. Il a pas une main, t'as raison. c'est ça. Est-ce que Mathieu, il connaît ses affaires, lui? Le pire, c'est que je me suis mis à relire les comics Shazam récents, après la sortie du film. Et tu sais, la scène où il est dans un bureau, puis il regarde des écrans, puis il regarde les témoignages de tout le monde, là, Ouais, ouais. la scène est identique dans BD. Ah ouais? Il est debout, il est bien en scientifique. Il y a plein d'écrans, puis t'as des bulles qui disent « Ah, moi j'ai vu le sorcier, moi j'ai vu... » T'es comme « Ok, il y a quelque chose là. » C'est la même scène. J'ai pas vu aussi que ça se pourrait que Shazam soit le premier personnage DC gay. Ça, j'ai vu quelque chose passer Ah ouais? par rapport à ça. Écoute, je pourrais... Je pense... Je suis pas au courant de ça. Là. Mais il me semble qu'il pourrait... Il y avait des rumeurs qu'il serait gay. On a parlé du fait qu'il découvre ses pas, on a parlé des événements, mais j'ai aimé la façon... parce que quand il va voir son ami Jake, il va lui demander de l'aider. Ouais. Ils vont faire des tests, ils vont le filmer pis tout, puis il va Ouais. devenir une vedette de YouTube. Ouais. Faire du cash là-dessus, là, dans le fond, là. C'est assez spécial. Mais j'aimais ça, tu sais, à un moment donné, il est comme sur un truc de skateboard, puis il essaie de voler, puis il saute, puis paf, il se fait... Ouais. Ça va prendre du temps avant d'être capable de voler, là. Oui, à un moment donné, il découvre comment courir, puis je pense qu'ils font sur un poteau, un truc comme ça, puis les balles, ils sont dans le dépanneur, comme tu as dit, j'ai bien aimé cette scène-là. Il tire dessus, il fait comme « Hey, j'ai mis aux balles, il fait, sors ton cellulaire, ok, recommence. » C'est quand il va chercher de la bière, puis il est comme je prendrai votre meilleure bière. Là, fait comme les frigidaires sont là-bas. Là. Puis genre finalement quand il réalise qu'il prend une gorgée, il fait c'est dégueulasse là. Il reste avec des bonbons après. J'ai bien aimé ça, C'est vraiment l'esprit des enfants. Sinon, pour aller avec les scènes de combat, on a le droit à une première interaction entre Dr. Sivana et Shazam quand Shazam cause son... Dans le fond, Clone il s'amuse avec ses pouvoirs jusqu'au moment qu'il fait une gaffe et qu'il fait en sorte qu'un autobus tombe d'un pont. Et c'est qu'il il découvre l'ampleur de ses pouvoirs et de la responsabilité qu'il en a de ça. Et il va aller sauver l'autobus. Et en faisant ça, ça va attirer l'attention du méchant, qui lui en parallèle, il a été averti que s'il veut continuer à être le tout-puissant, faut qu'il bute Shazam avant que Shazam découvre ses pouvoirs. Parce qu'il va être plus puissant là, tu sais. Ouais, parce que lui, il est juste une copie de... Pas une copie, mais il est une partie de ce que Shazam est, dans le fond. Fait que là, il va le voir, puis il arrive... J'ai aimé la façon qu'il arrive, il arrive dans les airs droit. C'est pas comme dans la Superman, de même, il arrive debout, puis il atterrit, puis il regarde Shazam, puis genre il le pousse. Genre Shazam, il revole, puis comme... Ah, attends, j'ai un vrai méchant! Puis comme là, t'as Shazam, c'est l'humour qui embarque, parce que t'as Shazam, comme... Oh, j'ai droit à mon méchant, puis il commence à l'attaquer, puis il s'est pété à la gueule par Dr. Sivana. J'ai aimé la déconstruction de cette scène-là, dans le sens que, généralement, dans cette scène-là de super-héros, le méchant apparaît, il s'affronte, le combat est pas nécessairement beau, puis il y a de l'expérience qui sort de là. Là, c'est tout simplement, oh, j'ai un méchant, puis il se pète à la gueule. Tu sais, il y a comme pas de résultat à ça, c'est juste une prestance. Puis ça montre encore une fois que Max Stone, il est solide. Ouais. Les voyous là, de l'école secondaire, là, il aurait pu être coupé au montage, je pense. sont too much aussi, là. Je veux dire, qui intentionnellement, qui à part avoir un père riche, avoir un truc de même à cet âge-là, ça me fait pas de sens. En plus, c'est un roux qui a des amis. Puis de trois, la façon qu'il spark. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui fait ça, là. Je veux dire, il y a quelqu'un de sensé, puis tu frappes pas un gars, en béquille, tabarnouche. Tu sais, je sais, c'est juste pour montrer à quel point ils sont méchants, mais ça fait pas de sens. C'est personne humainement de même, là, je veux dire. Puis ils sont comme juste bad guy pour être bad guy, là, tu sais, en tout cas. Puis je sais pas. C'est le premier film qu'on dirait que je suis comme, j'ai pas tant d'opinion, puis je suis comme déçu, genre. Moi j'ai mis, il y a beaucoup de défauts, mais j'ai trouvé que c'est un des films qui a le plus de références vers l'Elysium, on l'a mentionné. Ah, beaucoup, là. Beaucoup, puis... Mais on dirait que c'est pas le DCU. Entre autres, une scène où que Sivana, dans le fond, retourne au repère du sorcier pour chercher Shazam, et il commence à péter la gueule à tout le monde, et son ami va lancer un batarang
sur le docteur Sivana pour le blesser. C'est ça qui réalise qu'il peut saigner. Là, Qui peut saigner. Et j'ai trouvé ça drôle comme référence. C'est comme inattendu. Tu sers d'une arme de Batman qui est une copie. Excusez-moi. Qui est une méga référence à Batman. Surtout que le Batrang, c'est le Batrang de Ben Affleck. Ouais, je sais. C'est pas un autre Batrang bâtard là. C'est pas comme lui de Bale, là, tu sais. Non, c'est ça. C'est vraiment... il le montre à plusieurs fois. Il y a la caméra zoom dessus. Puis tu le vois, c'est... Puis j'ai lu que le Père Noël n'était pas là pour rien. Ah ouais? Ouais, le Père Noël, je pense que c'est un personnage en Shazam, pour vrai. Pour le Père Noël, je sais pas honnêtement, mais je sais qu'il y a une scène, à un moment donné, Shazam il donne un toutou de tigre à un enfant pour qu'il se calme. Le tigre, il y a un personnage de tigre dans l'univers de Shazam, c'est un tigre qui parle et qui peut devenir humanoïde, qui est un personnage de l'univers de Shazam qui n'a pas encore été introduit, sûrement dans le deuxième, qui est comme un des meilleurs amis de Shazam. Ouais, mais le deuxième, ça reste d'être Black Adam. Non, pas un méchant, c'est un méchant, gentil. ok, C'est un des meilleurs amis de Shazam, puis c'est un tigre parlant, magique. Et le toutou, c'est une référence à ça. Ah, ok. C'est dans mes connaissances que je sais. Aussi, j'ai une scène que j'ai trouvé assez particulière et bien fait. C'est quand il se promène dans les couloirs de la place en carton que tu dis. On est surtout dans une salle qui a plein de portes. Ouais, j'imagine que Ça me fait penser à Monster Inc. Ouais, moi aussi. Je sais pas pourquoi C'est la première fois qu'il m'est venu en tête. J'ai comme, hey, ça me fait penser à ça. Puis il rouvre des portes. Puis une des portes qui rouvre, on voit des crocodiles qui jouent aux cartes. Oui, ouais. C'est une autre référence à Shazam, ça fait partie des méchants de l'univers de Shazam, ces crocodiles-là. Ok. Je savais pas, honnêtement, je l'ai appris par la suite dans les références de ce film-là. Mais c'est une référence à une possibilité que je vais emmener avec la scène post-générique plus tard. Entre autres, c'était juste, on voit qu'il y avait un souci du détail pour l'univers de DC. On voit qu'ici, ils ont voulu montrer que l'univers de DC il est vaste, mais aussi que chaque héros dans cet univers-là a du stock. Il y a beaucoup de mythologie autour. Puis dans Shazam, contrairement à d'autres films, mettons, même Man of Steel, il y a pas tant dans le film de Man of Steel, il n'y a pas tant de références à l'univers de... Superman. À part l'intro, là. Il introduit pas tant que ça. Là. Non, c'est ça, tu sais, il y a un méchant, oui, t'as quelques personnages clés, mais il n'y a pas tant de références, tu sais, du contenu externe. Et là, avec Shazam, ben c'est un exemple que je trouve intéressant, ils mettent beaucoup d'éléments que si tu connais pas ça, si tu remarques pas tout, même moi qui connais quand même l'univers, je connaissais pas tout, mais j'ai aimé ça quand même de voir ça, ce souci des détails. On voit que le réalisateur avait à cœur ce projet-là, il aimait les comics, tu sais. Puis Zachary Levy, je l'ai vu dans l'entrevue, il collectionne les BD, là. Il en lit depuis qu'il est tout jeune. Ouais, c'est un geek à la base, là. C'est pour ça qu'il fitait aussi dans Chuck. Ah ouais, c'est ça, puis il a fait une entrevue à un moment donné où il parlait des BD qui ses préférés puis tout, puis tu vois que mais lui, il était plus Marvel à la base, qui est assez ironique, là. Il aime beaucoup les X-Men, là, c'est dans ses sagas cultes. Ah ouais, mais Rien ça n'empêche... reste dans la région, là, tu sais. Mais rien n'empêche que dans un futur, il fasse un rôle dans Marvel aussi, ça pourrait être possible. J'espère que ça va y lancer sa carrière vraiment au cinéma, là. Oui, parce que comme tu disais, ben, tu sais, c'est vrai que depuis Chuck, j'essaie de voir, mais il me semble qu'il n'y a pas fait grand chose depuis Chuck. C'est d'aller voir! Mais Chuck, ça fait quoi, 10 ans, 15 ans? Puis en plus, la série est annulée, elle n'a même pas été finie. Ouais, c'est ça, et puis il n'y a pas eu de finale. Ils ont essayé de faire un crowdfunding, mais ça n'a pas marché. Là. Non, c'est ça, puis il avait annoncé à un moment donné un film, mais c'est tombé à l'eau. J'avais lu ça dans un article, qui était censé avoir un film Chuck pour finir la saga, puis c'est tombé à l'eau. Mais lui, il me semble que c'est un bout qui a pas fait... Ah oui, il a fait Réponse, c'est vrai. Ah, puis il joue dans Thor, là. Oui. Mais tellement mineur. C'est vrai, il a déjà joué dans Marvel, j'avais complètement oublié. Il joue dans Marvel, il joue des amis de Thor, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est lui qui fait le blond. Dans Thor, qui s'est fait one shot dans le Thor 3. Parce qu'il joue jusque dans Thor 3 dedans. Il se fait one shot, puis il joue aussi dans Réponse. C'est lui qui fait le prince. Ouais. Puis c'est là qu'on découvre aussi qu'il sait chanter, puis il a une très bonne voix d'ailleurs. Il joue dans Hero Reborn, ah ouais. Ah ben ouais, toi. Ah. C'était pas bon ça. Ouais. Mais ouais, c'est vrai, je me rappelle, j'avais lu une entrevue pour Thor, je finis là-dessus, puis après on va aller notre note. Ouais. Puis avec les pas génériques. Mais il a rien fait vraiment à Bollywood. Ouais. Il y a une entrevue, le gars qui avait réalisé Thor, il voulait absolument Zachary Levy dans son film, parce qu'il aimait beaucoup l'acteur, puis il voulait qu'il fasse ce rôle-là, puis dans Thor 1, c'est pas lui qui le fait, parce qu'il était pris avec la série Chuck. Puis dans Thor, à partir de Thor 2, qui faisait le rôle du blond ami de Thor, puis il était censé avoir un rôle plus important dans le 3, mais vu qu'il était pris... je pense qu'il était pris sur un autre projet en même moment, je ne sais plus quoi. Ils ont juste tué son personnage dès le début du film. Ouais, il est même pas là une seconde. Il arrive comme hein tout. Ouais, puis il l'avait mal pris, hein, ça je pense, il l'avait dit. Ouais, parce qu'il était censé avoir un plus gros rôle dans le ben, ils ont tué tous les personnages qu'il y avait dans Thor. Là, ouais. Il en a acheté des nouveaux évidemment, mais... Ouais. Bref, je finis avec les deux scènes pas génériques. Ouais. Oh non, attends. La bataille finale du film, je pense que c'est important quand même de mentionner. Il n'y a pas grand chose à dire là, vas-y je te laisse y aller. Parce qu'on a parlé qu'il y a plusieurs Shazam qui se créent avec tous les orphelins des amis qui sont à Shazam, qui est quand même
cool comme effet, avec le bâton, parce qu'il y a une scène qui fait comme dites mon nom, puis ils disent Billy, finalement il faut qu'ils disent... c'est pas plaisir. J'ai bien aimé ces scènes-là. Puis t'as le combat que j'ai trouvé contre Max Sturm qui, je m'attendais pas à quelque chose de gros, qui était finalement un peu moyen, dans la mesure que, à fond, il se retrouve sur un toit à un moment donné, et Shazam commence à provoquer Dr. Sivana. Il dit hey, j'ai juste vu 6 péchés capitaux, il est où le 7ème là? L'envie, c'est vrai que l'envie c'est le plus faible, c'est le moins important, c'est un peu heureux, c'est un lâche. Ça amène un bon gars quand l'autre il l'engueule puis il dit son plan puis il est juste comme fucking loin. Gros, je t'entends pas, t'as des kilomètres dans une Je vais ville. te tuer, puis après je vais genre dominer le monde, puis je vais être le plus grand de tous, puis hein? Est-ce que t'es en train de faire un Ça, c'est monologue? un bon gag, T'es en train de faire un monologue? Ouais, ça c'est un bon gag, mais après il se trouve sur le toit, puis il provoque le méchant jusqu'à temps que l'envie sort puis il saute dessus, puis que Max Sturm tombe dans le vide. Je fais ça un peu poche comme... Ben c'est pas épique comme un Justice League ou non, un c'est Wonder sûr. Woman a eu le droit. Ça faisait partie de l'humour de Shazam. Ouais, je pense que j'aimais ça le fait que c'était un peu plus léger. Ça se passe dans une partie de fête foraine, puis ça va pas plus loin. Puis c'est fou comment ils font entendre ça quand ils se battent dans les airs, hein, ils rentrent dans pas beaucoup de buildings. On dirait que Superman, ça... Mais c'est quelque chose qui avait été critiqué de Superman, c'est que les gens disaient ah ben c'est un super-héros, mais dans Man of Steel, il détruisait toute la ville. Ouais, mais là C'était la situation après de Batman de Superman, c'est... Superman est dangereux parce qu'il peut tout détruire. Ouais, c'est juste... Ouais, ils ont roulé ces critiques qui étaient genre contre ça, puis ils ont fait ok, on va baser un film là-dessus pour essayer de s'en sortir. Pour justifier ça. Tu sais, genre patcher tout avec des plasters, là, c'est ça. Ben Shazam, c'est un peu l'idée, c'est on veut tellement être dans la légèreté, dans ce qui est nouveau, de différent. Bref, le combat est assez vite, puis on a déjà mentionné la scène, mais j'ai trouvé ça intéressant, encore une fois, j'ai été surpris, mais le choix des acteurs pour faire toutes les Shazam, je trouve qu'ils sont bien choisis, encore une fois. Surtout l'acteur qui fait Freddy, adulte, j'ai trouvé qu'il était parfaitement correct. Casté, ouais, voilà. Deux petites scènes génériques, on parle rapidement. La première annonce la suite de Shazam, plus ou moins. Je suis allé lire, j'ai vu des vidéos sur qui que c'était. Moi aussi je ne connaissais pas à la base. Non. Dans le fond, la scène est très courte. On voit Dr. Sivana qui est dans une cellule, je pense une asile, puis il écrit des symboles magiques sur les murs. Il cherche une formule, on dirait. Et il commence à entendre quelqu'un parler en arrière de lui. Puis il se retourne. La personne qui est en train de rire de lui en disant qu'il était pas vraiment un réel méchant, qu'il a pas fait de grand chose. Puis comment? Puis il s'approche, puis il sait que ça zoome. Puis tu vois la chenille avec un micro à la gorge, si on peut dire, qui parle. Et comme, t'as pas encore vu ce qui peut être vraiment méchant, je vais te le faire découvrir. On va faire des grandes choses ensemble. Puis ça coupe de même. C'est un méchant que je connaissais pas à la base. Toi aussi t'as fait des recherches. Ouais, ben, j'ai vu une vidéo qui expliquait c'était qui là. Ouais, mais tu les... Ouais, écoute, c'est un ver de terre géant. Je veux dire, c'est un des ennemis les plus redoutables de Shazam. Mais Shazam il est méchant, c'est particulier. Je sais que ce méchant-là il est récent dans l'univers de Shazam, dans la nouvelle montée New 52, est-ce que je comprends? C'est très intéressant parce qu'il réunit plusieurs méchants autour de lui. C'est un peu comme un Lex Luthor. Il fait une équipe de méchants avec lui pour affronter, d'où les crocodiles que je parlais plus tôt. Les crocodiles font partie de son équipe de méchants qui vont attaquer Shazam. Je suis curieux de voir ça. Je sais pas comment ils vont amener ça. Je sais pas si il va être un méchant secondaire, puis Black Adam va prendre le dessus. On verra. Et la deuxième scène, qui est juste une scène d'humour, qui dans le fond, c'est non test de Shazam pour essayer de découvrir ses pouvoirs. Il tient l'aquarium, puis il se concentre, puis comme non, Jack ça marche pas, je peux regarder parler au poisson. Il dit en plus c'est ça quoi de parler au poisson, ça sert à rien. Ouais. T'es comme mais non, c'est pas quoi comme pouvoir, puis il monte son chandail d'Aquaman, t'es comme regarde. Il est comme hein? Il utilise quasiment pas dans le film d'Aquaman le fait qu'il parle au poisson, tu sais. Ouais. Parce que c'est un petit gag pour référer à Aquaman qui montrait que tout est dans le même univers. Voilà, c'est deux scènes pas génériques. Donc on va avec notre note, je sais y aller. J'aurais aimé ça vraiment donner plus. Le film c'est pas un désastre. Pour moi c'est juste une déception. Zachary Levi, vraiment je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est bien casté. Le casting est bon. On se cachera pas. Ah il fait bon. Visuellement, je suis pas toujours certain. Surtout la scène où il se fait ramasser par un camion ou un autobus. Sur l'autoroute, tu vois clairement c'est CGI, là, c'est comme pas naturel pour 2 secondes. Mais dans l'ensemble, c'est un film qui... La première heure, là, je vous le dis, vous allez être divertis sans hésiter. Mais la dernière heure, c'est... Ça tourne en rond, puis ça s'étire, puis il aurait dû avoir des coupures là-dessus, puis une accélération. Mais autrement, c'est un film que je donne 2.5 sur 5. D'accord. Moi, j'ai un peu plus apprécié que toi, mais il faut dire que je suis un grand amateur de comics, j'en lis régulièrement. Et quand c'est très fidèle au comics, j'aime encore plus ça parce que je suis content de voir le résultat. Ici, c'est quand même bien de ce côté-là. Le casting est excellent. Peut-être juste Ji-Moon Unsoon qui aurait pu être
on voit qu'il était dans le rush, là, parce que comme on dit, il a fait 2 autres gros films dans le même temps, là. Il a fait Aquaman, puis il a fait Captain Marvel. Oui, c'est pas des gros rôles, je le conçois, mais il est quand même dans des grosses productions. On sait pas combien de temps il passe par tournage. En plus de toutes les autres choses qu'il fait, je trouve que là-dedans, comme j'ai dit tantôt, j'ai l'impression, regarde, prends le costume, lis ces 2 lignes-là, monte sur le stage, lis les 2 lignes, puis après tu peux t'en aller prendre ton check. Tu sais, je l'ai senti un peu de même, je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les effets spéciaux dans le film, j'ai aimé l'histoire. J'ai trouvé ça intéressant aussi, c'est qu'on peut abuser des effets spéciaux, ce qui est un reproche de quasi tous les films de DC. Ouais. C'est un gros problème de DC, il aime ça, fait du bien. il aime ça mettre beaucoup d'effets spéciaux pour comme en donner plein, en donner pour notre argent, là. Ouais. À un moment donné, ça lève le cœur. On t'a gavé, là. Tu sais, Batman vs Superman, c'est un des pires pour ça, là. À la fin, t'as des explosions, puis ça finit plus. J'étais plus capable. Ah, écoute, ça levait le cœur, là, puis au bout d'un moment, ils ont fait la même erreur, mais un peu moins dosé. Juste à la fin. Ouais, c'est ça, ils l'ont tout mis à la fin, puis c'est pas long. Mais c'est assez pour faire comme... Arrête là, tu sais, c'est comme... Puis là, ils ont pas fait cette erreur-là, j'ai beaucoup aimé pour ça. Mais dans l'ensemble, le film, moi, je le trouve très bien. C'est sûr, il y a quelques défauts, il est un peu long. Il aurait mérité d'enlever au moins 20 minutes au film. Il y a des flashbacks qui auraient pu être raccourcis ou juste évités. Aussi l'intrigue autour on n'a pas parlé, mais de la mère biologique de Billy. Ouais, c'est raison. Qui apporte pas grand chose au final, puis que la twist est plus ou moins prévisible. Puis, plus ou moins logique. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, on te ramènerait à ta mère, là. Ouais, puis... Je sais que tu sais, il fait travailler sur le côté orphelin, quête identitaire, tout ça, mais en tout cas, j'ai pas trouvé super intéressant, mais en même temps, ça mettait l'accent sur le fait que sa famille d'accueil était sa vraie famille. Ouais. Je peux le comprendre. Là. Je comprends ça. Puis d'ailleurs, la petite fille qui joue la petite fille noire, qui doit être dans un de ses premiers rôles, c'est pas son premier rôle, je pense que c'est son premier rôle d'ailleurs, est excellente là-dedans. Ouais, cute. Ah, elle est Cute comme vraiment un cœur. Elle est vraiment cute. Bref, je donne 3.5 sur 5 à ce film-là. Ouais, tant que ça. Je pensais donner plus à la base, mais il y a quelques petits défauts qui m'ont dérangé à ce film-là. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. J'ai passé quand même un bon moment. Un peu long, mais dans l'ensemble, c'est un bon divertissement. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre partout. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, vous pouvez nous suivre sur iTunes, YouTube, RZO, Bado Québec, Spotify, Google Play, Canal Cinéma, la radio, le 109 CHI les samedis soirs. Je pense que j'en ai pas oublié aucun. On est pas mal partout. On vous invite aussi à aller sur notre Patreon, nous donner des dons. Ça nous aide vraiment beaucoup. On a perdu quelques dons récemment, on comprend ça. Il y a des Ouais, puis on apprécie tous ceux qui ont fait des dons. On te remercie, Jess Sanctil, pour tout ce que tu as fait pour nous. On sait que tu es notre fan numéro 1. Mais ça a vraiment beaucoup aidé le projet, puis écoute, on est super reconnaissants. Je serais pas surpris qu'il y ait un tatou de nous sur lui, là. J'espère qu'un jour tu vas venir au show pour elle. Ouais, on t'a invité, puis on t'invite encore à venir à notre show. Bref, c'est tout. Moi, vous pouvez me suivre Mathieu Belprévost sur Facebook et sur ma deuxième page de Matt Bellec 2.0. Je fais des vidéos régulièrement chaque semaine sur tout ce qui est cinéma, série TV et BD. Je vous invite à aller voir ça, je pense que je suis quand même bon. C'est sûr, il y a encore du travail à faire, c'est pas aussi rodé qu'ici. Ça fait quand même plus de 2 ans qu'on fait ça. Quasiment 3 là. Ouais, fait qu'on est habitué, mais ma chaîne, je commence à écrire morceau par morceau et je l'aime beaucoup. Max Traillon, on peut le suivre sur Facebook et Twitter. On peut voir le nouveau Max ici maintenant 2.0, amélioré. La prochaine étape, il n'y aura plus de barbe. Il va non. Jamais dans centaine, jamais dans centaine. Ça fait 12 ans que j'ai une barbe. 12 ans. Fait que ça Tu me bats. Ça changera pas. Oh, j'ai vu, j'ai été voir ton Facebook pour chercher des photos. J'ai vu des photos de toi sans barbe. Ça fait peur. C'est pas toi, man. Écoute, j'ai l'air d'avoir 12 ans de moins, genre. Ah ouais, non, garde une barbe, ça fait partie de toi, là. Ouais, je suis prêt avec, mais c'est correct. Fait que bref, c'est tout, on vous dit à la prochaine et on peut pas encore vous dire quel film qu'on va critiquer parce qu'on est plus sûr. Oh, on revient là-dessus. Max va devoir décider. Bref, à la prochaine.